C'est la saison des dinosaures. En ce moment, les plus grands paléontologues de la planète fouillent le territoire canadien pour découvrir un monde disparu depuis des millions d'années. Bingo! On a nos dinosaures. Ils combattront la chaleur, les inondations et le temps en cherchant les traces des dinosaures. Et les plus extraordinaires créatures jamais vues sur Terre revivront bientôt, car nous marchons sur la piste des dinosaures. Dans cet épisode de Sur la piste des dinosaures, deux équipes distinctes fouillent le sol de l'Alberta à la recherche de deux espèces de dinosaures à cornes. Dans le lit d'une rivière de grande prairie, l'équipe des pachyrhinosaures tentera de résoudre un mystère qui dure depuis 73 millions d'années. Qu'est-ce qui a pu causer la mort simultanée d'un aussi grand nombre de dinosaures de la même espèce? Avant que leurs ossements ne soient emportés par le courant. C'est le pire jour de ma vie. Entre-temps, dans les Badlands albertains, l'équipe du dinosaure à cornes cherche le crâne d'une nouvelle espèce inconnue On a la collerette, il nous faut maintenant son visage. qui s'est éteinte il y a 80 millions d'années. Nous sommes à Milk River, en Alberta. Cette vallée fluviale desséchée des Badlands est un endroit idéal pour chasser le dinosaure. Et au cours des prochaines semaines, elle deviendra la base d'une nouvelle génération de paléontologues. Ils y cherchent un mystérieux dinosaure à cornes. L'équipe du dinosaure à cornes est dirigée par David Evans. Quand je traverse les Badlands en voyant les fossiles qui jonchent le sol, j'ai l'impression de parcourir un paysage ancien. La découverte d'un seul fossile peut radicalement changer la façon dont nous percevons l'évolution de la planète. À l'âge de 26 ans, David Evans est devenu le chef du département de paléontologie du Musée royal de l'Ontario, le plus jeune en 100 ans. Quand on m'a offert ce poste, j'ai eu l'impression de réaliser tous mes rêves. Au début, j'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons. Parfois, je me pince en me disant « Pourquoi donc ils ont embauché un gars de 26 ans ?» Leur décision m'a rendu très heureux. Le Musée royal de l'Ontario fait d'importantes découvertes depuis déjà un siècle, et il possède certains des plus gros squelettes du pays. J'ai eu des prédécesseurs réputés. Ce ne sera pas facile de les remplacer. Aujourd'hui, David Evans doit faire ses preuves, mais il a déjà fait une découverte qui risque de changer l'histoire des dinosaures. Voilà les ossements d'une nouvelle espèce de dinosaure à cornes qu'on n'a jamais vu encore. C'est ce qu'on a sorti du sol pendant la première année de fouille. On a pu voir qu'il y avait une configuration de cornes et de crochets attachés au bouclier crânien qui était absolument unique. Nous avons tous hâte de retourner sur le terrain pour trouver d'autres fragments de squelettes. C'est ma passion. Je ne songe pas à laisser un héritage ou à me faire un nom. Les dinosaures, c'est la seule chose qui m'importe. Rien ne garantit qu'il trouvera des os crâniens enfouis dans l'argilite, mais David Evans est prêt à risquer une nouvelle saison de fouilles pour s'en assurer. Cette fois, on espère trouver le reste du crâne ici. Surtout les cornes frontales placées au-dessus des yeux et la corne nasale. Les formes particulières de ces os nous aideront à placer cette nouvelle espèce dans l'arbre généalogique des dinosaures à cornes avec plus de précision. Ces terres ne portent pas le nom de Badlands sans raison. Cette carrière se transforme rapidement en four quand la température grimpe à plus de 40 degrés. L'équipe du dinosaure à cornes, composée en grande partie d'étudiants de 3e cycle, creusera un terrain aride sous un soleil de plomb. Ceux qui sont au fond de la carrière ressentent vraiment la chaleur. Chaque membre de l'équipe doit prévoir une réserve quotidienne de 4 litres d'eau. Sur le site, les coups de chaleur représentent le plus grand danger. David est accompagné de son collègue Michael Ryan, un paléontologue canadien qui travaille pour le Musée d'histoire naturelle de Cleveland. On a une dure journée de travail devant nous. Le soleil tape, mais nos coéquipiers sont jeunes et vigoureux. On trouvera des tas de fossiles. Mais David Evans veut trouver une série d'ossements très particuliers, ceux qui prouveront l'existence d'une espèce encore inconnue. C'est comme un pari. Le gagnant sera celui qui aura découvert le premier vestige. Le premier coup de pelle livre des résultats. On a déterré des dents de tyrannosaure. Pour le début d'une première journée de fouille, c'est assez prometteur. Mais David Evans ne s'intéresse pas aux tyrannosaures. Il est ici pour prouver l'existence d'une nouvelle espèce de dinosaure. David Evans croit que son mystérieux dinosaure a vécu ici, il y a 80 millions d'années.
À l'époque, les Badlands étaient irrigués par un fleuve et remplis des plantes nécessaires à la survie de troupeaux d'herbivores de 2 tonnes. 45 millions d'années plus tôt, les premiers céraptosiens, appelés Protoceratops, vivaient en Asie. Ils ont ensuite migré en Amérique du Nord grâce à un pont terrestre. Ils avaient la taille d'un gros chien, un bouclier crânien, mais aucune corne. En fonction des vestiges déjà trouvés, on sait qu'il s'agit d'une découverte spectaculaire qui nous fournira beaucoup d'informations sur le début de l'évolution de la famille des dinosaures à cornes, dont le célèbre Triceratops faisait partie. La communauté paléontologique est très excitée, car chacun des ossements déterrés ici nous en apprendra davantage sur un animal dont on ignorait même l'existence il y a 2 ans. À 1000 km au nord, une autre équipe de chasseurs de dinosaures se dirige vers Grande Prairie en Alberta. C'est une ville en pleine expansion, réputée pour son pétrole et son grain. Non loin de là, à Pipestone Creek, on peut voir le site d'un mystère qui perdure depuis 73 millions d'années. Pendant des millénaires, cette rivière a creusé un lieu remarquable. Un gigantesque ossuaire qui contient les os de milliers de dinosaures. Ce dépôt est l'un des plus riches dépôts d'ossements de toute la planète. Faire des découvertes dans son domaine est probablement la chose la plus excitante au monde. On ne s'en lasse jamais. Considéré comme l'un des plus grands paléontologues du monde, le chercheur Philip J. Currie a fait des découvertes sur tous les continents. Philip Currie a inspiré le célèbre personnage du chasseur de dinosaures du parc Jurassique. En 30 ans, il a découvert 30 nouvelles espèces de dinosaures. Et il a prouvé que le tyrannosaure chassait en meute. On fait des fouilles à Grande Prairie depuis plus de 12 ans. On y a excavé des centaines et des centaines de spécimens. En fait, on peut même parler de milliers de spécimens. Et tous ces ossements proviennent d'une seule espèce de dinosaure. Le dépôt d'ossements de Pachyrhinosaure est un site fantastique parce qu'il nous en a énormément appris sur la biologie d'un dinosaure bien défini, le Pachyrhinosaure. Le Pachyrhinosaure appartenait à l'espèce des cératopsiens, tout comme son parent, le célèbre Triceratops. Ces énormes herbivores vivaient dans le nord canadien il y a 73 millions d'années. Ils pouvaient mesurer jusqu'à 6 mètres de longueur et pesaient environ 3 tonnes. Chaque mètre cube de terrain contient jusqu'à 300 os de dinosaures. On estime qu'il reste plusieurs milliers de pachyrhinosaures non excavés dans ce dépôt d'ossements. L'équipe des Pachyrhinos de Philip Currie est elle aussi composée en grande partie d'étudiants. Scott Persons est l'un d'eux. C'est très étrange de découvrir autant de pachyrhinosaures au même endroit. Et absolument rien d'autre. Mettons-nous dans la peau d'une équipe d'enquêteurs aux homicides. Le mystère ici, ce n'est pas seulement celui qui entoure la mort d'un grand nombre d'animaux. Il y en a un autre. Quel phénomène a pu causer la mort simultanée d'un aussi grand nombre de dinosaures de la même espèce? L'adjoint de Philip Currie est un Australien de 31 ans, Phil Bell. Philip Currie était mon mentor. Très jeune, j'ai lu des livres à son sujet, et le fait de pouvoir travailler avec lui au Canada, c'est la réalisation de mes rêves d'enfant. En ce moment, Phil Bell restaure un crâne de pachyrhinosaure sorti tout droit de Pipestone Creek. À l'avant, on a le bec, qui est un attribut typique des dinosaures cératopsiens. Son globe oculaire devait être là. Il avait à peu près la taille de mon poing. En arrière, on voit les restes du gros bouclier en collerette, qui protégeait l'arrière du crâne, avec une série de cornes qu'il devait utiliser pour impressionner d'autres membres du troupeau, et peut-être aussi pour effrayer les prédateurs. Cet animal, en compagnie de milliers d'autres comme lui, est mort rapidement et de façon inattendue. On observe les lieux d'un crime qui s'est déroulé il y a 73 millions d'années. Les pistes sont loin d'être fraîches. 2 équipes, 2 mystères. Dans les Badlands, l'équipe du dinosaure à cornes cherche à excaver une nouvelle espèce de cératopsien, tandis qu'à Pipestone Creek, l'équipe des Pachyrhinos s'est lancée à la chasse des fossiles qui pourraient expliquer la disparition soudaine de milliers de dinosaures. Dans les Badlands de l'Alberta, l'équipe du dinosaure à cornes cherche à identifier une nouvelle espèce de cératopsien. On a la collerette, il nous faut maintenant son visage. Entre-temps, à Pipestone Creek en Alberta,
L'équipe des Pachyrhinos de Philip Currie cherche à éclaircir un drame survenu il y a 73 millions d'années. On est en présence d'un gigantesque suaire, donc d'une mort collective qui a dû avoir lieu en très peu de temps. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quel phénomène a pu exterminer un troupeau entier de pachyrhinosaures et transformer ces forêts en un gigantesque champ de massacre? L'équipe de Philip Currie n'a que quelques semaines pour éclaircir la question. Heureusement, après avoir ôté les débris accumulés depuis 73 millions d'années, l'étudiant de 3e cycle, Scott Persons, découvre une énorme pile d'ossements. En premier, j'ai déterré un os de membre. Puis j'ai excavé le terrain autour de cet os. De là, je suis arrivé à une côte, ce qui m'a conduit aux vertèbres, puis à une deuxième côte. Cette fouille me rappelle un jeu de bâtonnet. On a du mal à ramasser un os sans tomber aussitôt sur un autre os. Ici, j'ai 2 os crâniens qu'on appelle les squamosos. Les os squamosos forment la base de la collerette située à l'arrière du crâne. Vous voyez ces jolis festons en bordure? Ils nous aident à établir l'âge de l'animal. Grâce aux festons, on sait qu'il s'agissait au minimum d'un jeune adulte. Cette information aidera Philip Currie à déterminer la cause du décès du troupeau. C'est ce qu'on appelle une thanatocénose catastrophique, parce qu'elle inclut des animaux de taille moyenne, c'est-à-dire les jeunes adultes. Inévitablement, ce sont les membres les plus vigoureux de troupeau. Quel événement catastrophique a pu décimer tout un troupeau, y compris ses membres les plus résistants? La présence d'autant de dinosaures dans un même endroit éclaire l'équipe sur leur comportement. Ce troupeau devait rassembler des centaines ou des milliers d'animaux. Il ne pouvait pas rester longtemps au même endroit. Il devait se déplacer constamment. Il y a 73 millions d'années, ces dinosaures passaient leurs étés dans l'Arctique. Mais à l'approche des longues nuits d'hiver, ils migraient vers le sud jusqu'aux forêts fertiles du nord de l'Alberta. Un animal muni de jambes robustes mais courtes n'était sans doute pas très rapide, mais l'ampleur de son troupeau lui donnait une certaine protection. Malgré la puissance de leur nombre, les pachyrhinosaures demeuraient vulnérables aux griffes de l'ultime prédateur. Vous êtes un pachyrhino, vous êtes en train de brouter paisiblement, mais vous n'oubliez pas qu'une meute de tyrannosaures est peut-être tout près. Les vestiges les plus courants dans ce dépôt d'ossements, après les os de pachy, sont les dents de tyrannosaures. Ils ont déchiré les carcasses de ces pachyrhinosaures. Ça, c'est une dent de tyrannosaure. Ils ont probablement perdu ces dents quand ils se sont jetés sur cet amas de carcasses pour les dévorer. Les tyrannosaures ont laissé leur carte de visite. Ils ont sûrement déchiré les carcasses avec enthousiasme. Mais il me semble fort peu probable qu'ils aient pu tuer autant de pachyrhinosaures. Les circonstances de la mort des pachyrhinosaures demeurent entourées de mystères. Un jour, tous les ossements récupérés par l'équipe de fouilles seront exposés dans un nouveau musée qui portera le nom de son célèbre mentor, Philip J. Currie. J'ai eu du succès en partie parce que j'aime mon travail. Et je suis très reconnaissant de savoir que les gens l'apprécient. Je reçois cet honneur avec humilité. Tandis que l'équipe des Pachyrhinos s'efforce de résoudre le mystère du dépôt d'ossements de Pipestone Creek, Phil Bell descend la rivière à la recherche de nouveaux sites et de nouveaux fossiles pour remplir le musée de son patron. Je suis sur la rivière Smoky et je descends le courant. C'est presque un territoire inconnu. Aucun paléontologue ne s'y est aventuré depuis une bonne vingtaine d'années. Des fossiles marins découverts le long des berges prouvent qu'il y a 80 millions d'années, toute cette région était submergée. Phil Bell est à la recherche du fossile d'un reptile marin meurtrier de la période du Crétacé, le mosasaure. Ces reptiles marins étaient des prédateurs de 15 mètres de long. Ils avaient de longs coups, des grosses dents acérées. Essentiellement, c'étaient les T-Rex de la mer. Comme nos requins modernes, ces créatures étaient de parfaites machines à tuer, préhistoriques. À l'intérieur de la mâchoire, on voit ce qu'on appelle les dents externes. Mais une autre rangée de dents garnit son palais. Elle garantissait que tout ce que l'animal avait gobé resterait dans sa bouche. Le squelette du labo de Bell n'est qu'une réplique, mais il veut un squelette authentique pour le musée de Philip Currie. Personne n'a encore réussi à découvrir un squelette complet. Idéalement, on aimerait trouver un crâne et un squelette intact pour avoir une meilleure compréhension de l'animal. Phil Bell suit son instinct et grimpe en haut de la colline.
Je la lèche pour la nettoyer. Les paléontologues bouffent pas mal de terre sur le terrain. Cette zone est assez dangereuse. Il y a des saillies de rochers et le terrain s'effrite continuellement. Phil a trouvé quelque chose! C'est un gros mollusque, un bivalve. Il aurait produit une huître de bonne taille. Devant moi, il y a des espèces de tubes creusés par des invertébrés qui s'enfuyaient en vitesse sur le fond marin. Quand on trouve une proie, le prédateur n'est pas loin derrière. C'est super. Même les petits vestiges nous donnent de bonnes informations. Ils nous disent qu'on est au bon endroit, à la bonne époque. Et que là où on a trouvé un fossile, il y en aura d'autres. Phil Bell n'a pas trouvé son squelette de mosasaure, mais il a fait des trouvailles intéressantes et il reviendra. Dans la chaleur étouffante du site de Milk River en Alberta, l'équipe du dinosaure à cornes cherche encore à reconstituer le visage de l'espèce mystère. Ce serait une découverte majeure pour David Evans et son collègue Michael Ryan. À ma connaissance, aucune autre équipe de fouilles n'a réussi à découvrir le squelette complet d'une nouvelle espèce de dinosaure, à cornes ou pas, depuis au moins 50 ans. Le chef de l'équipe David Evans espère réussir cet exploit à Milk River. David Evans n'est pas le premier paléontologue qui a exploré ces collines pour y trouver des cératopsiens. Il y a près d'un siècle, une des premières vedettes de la paléontologie a connu la gloire à l'époque de la grande ruée vers les dinosaures du début du XXe siècle. Il s'appelait Charlie Sternberg. Et en 1937, il a découvert 6 espèces de dinosaures à cornes dans ce lieu. 75 ans plus tard, David Evans veut ajouter une nouvelle espèce à la collection du Musée royal de l'Ontario et graver son nom dans l'histoire de la paléontologie. Il n'y a eu aucune autre découverte aussi excitante en Alberta depuis un bon bout de temps. Après avoir creusé 3 jours sous un soleil brûlant, l'équipe exhume enfin un premier ossement. On pense qu'il s'agit peut-être d'une section de membre inférieur. C'est fascinant parce que jusqu'ici, on a trouvé très peu de fragments de squelette. Finalement, on a pris la bonne décision en excavant la moitié d'une colline. Et ça me soulage énormément. Ils n'ont pas trouvé le crâne ou la collerette tant désirée, mais ces ossements les aideront à calculer la taille du nouveau dinosaure. Il mesurait au moins 2 mètres de haut. Il était donc beaucoup plus imposant que son ancêtre asiatique, qui avait la taille d'un chien. Ils savent que leur dinosaure a vécu il y a 80 millions d'années à la fin du Crétacé, et qu'il broutait ses Badlands quand elles formaient un vaste espace vert autour d'une mer intérieure. Ils savent aussi que leur dinosaure est un cératopsien, un dinosaure à cornes doté d'une collerette, comme son cousin le Triceratops. Ils ignorent à quoi ressemble son visage, mais ils soupçonnent, et ils espèrent, qu'il est totalement différent de ceux des dinosaures déjà identifiés. Ce qui nous garde éveillés la nuit, c'est la certitude qu'il y a quelque chose sous le sol à 10 ou 15 cm de nous. Cette fois, on validera 2 ans de travail ou on repartira les mains vides. Les jours passent et les 2 équipes continuent leur fouille. L'équipe du dinosaure à cornes cherche encore le visage d'une nouvelle espèce. Attends. Tandis que l'équipe des Pachyrhino doit affronter les éléments tout en cherchant l'explication d'une mystérieuse mort collective préhistorique. Le climat peut être très difficile en Alberta. À Pipestone Creek, l'équipe des pachyrhinosaures entaille les parois d'une carrière, à la recherche d'indices pour identifier les responsables d'un meurtre collectif. Parfois, on a de la chance. On trouve les preuves dont on a besoin. À Milk River, en Alberta, le soleil accable l'équipe du dinosaure à cornes, tandis que paléontologues chevronnés et débutants fouillent côte à côte dans l'espoir d'exhumer une toute nouvelle espèce de dinosaure. Ce sont mes premières fouilles sur le terrain. J'étais inscrite à un des cours de David et j'ai eu la chance d'être invitée à me joindre au groupe. Tous ceux qui ont une pelle ou un ciseau ont les mêmes chances de trouver un trésor. Dans le domaine, on dit souvent qu'on devient un vrai paléontologue dès qu'on a brisé un truc important. Bien joué. C'est super. L'os n'est pas abîmé du tout. Je crois que ça pourrait être une côte. D'accord. Vas-y. Ces os sont fragiles.
Ils ont peut-être résisté à l'usure de 80 millions d'années, Il faut y aller doucement. mais ils pourraient voler en éclats sous un simple coup de lame. Parfait. Excellent. Le voilà. Ta technique était parfaite. Bravo. Merci. Pas mal pour un premier fossile, hein? On a l'impression d'avoir trouvé une côte presque complète. Je suis vraiment fière de mon travail. Une partie de plus en plus importante du dinosaure à cornes inconnu émerge du sol, mais sa tête est encore enfouie sous le sable. L'étudiant Nicholas Campion a peut-être trouvé un indice en observant les couleurs. Le rocher est gris, l'os est brunâtre. Et parce que sa forme est plate, mais avec des bosses, il pourrait faire partie du crâne. La forme est courbée en demi-cercle. C'est un des éléments qui forment la cavité orbitaire. On ne peut pas identifier l'espèce, mais c'était sûrement un dinosaure à cornes. Ils savent que le crâne est celui d'un cératopsien. Mais appartient-il au dinosaure à cornes qu'ils cherchent avec impatience? La forme de sa collerette leur permettra peut-être de faire une identification positive. La collerette est une extension du crâne supérieur qui s'éloigne du corps de l'animal. Quelques membres de la famille des cératopsiens ont les plus gros crânes jamais répertoriés parmi tous les animaux terrestres de notre planète. Les ossements de notre dinosaure ont été désarticulés, mélangés, séparés, puis déposés sur le sol. À la manière des artistes judiciaires, les paléontologues doivent rassembler un maximum de fragments crâniens afin de pouvoir recréer le visage du dinosaure inconnu. Le défi, c'est de remettre tous ces fragments en ordre et de reconstruire le crâne de notre nouveau dinosaure. Tandis que Philip Currie tente de résoudre l'affaire non résolue de Grande Prairie, Phil Bell retourne à un site qu'il a excavé il y a 1 an. On a travaillé ici au mois d'août dernier. Aujourd'hui, on vient récupérer les vestiges encore enfouis dans la falaise. Le site se trouve à l'extrémité d'un sentier de randonnée pédestre. Mais les amoureux de la nature ne sont pas les seuls à l'emprunter. C'est une cartouche à fusil éjectée. Des gens campent ici. Ils boivent et ils tirent un peu partout. On ne respecte guère les lois dans le coin. Ils n'ont aucun respect. Tout ça pourrait disparaître. C'est sans protection. Voilà le site qu'on a trouvé l'an dernier. On avait eu la chance que ce gros rocher se détache de la falaise en exposant le squelette partiel d'un hadrosaure, un dinosaure à bec de canard. Les hadrosaures étaient de gros herbivores à bec de canard qui se déplaçaient en immenses troupeaux. Certains adultes pouvaient mesurer jusqu'à 9 mètres de long et peser plus de 5,5 tonnes. Mais lorsque Phil Bell veut rouvrir son site, il découvre que des inconnus l'ont devancé. En grimpant la pente, j'ai bien vu que la veste de jute et de plâtre qu'on avait fabriquée pour protéger les fossiles avait été arrachée et jetée en arrière. Ils ont pris tous les ossements exposés, tout ce qu'ils pouvaient voir et toucher, ils les ont brisés et jetés en bas. C'est le pire jour de ma vie. Je suis au bord des larmes. Investir tant d'efforts, tant de travail dans un site et constater un pareil mépris pour le monde naturel, je comprends pas. Bell et son équipe vont maintenant tenter de récupérer quelques vestiges d'hadrosaures. Il faut qu'on recreuse le terrain pour trouver les ossements qui y sont encore. On vient de trouver le pubis. C'est un fragment du pelvis de l'animal. Il disparaît sous ce flanc de falaise. Alors il va falloir utiliser le ciseau pour le sortir tout en douceur. On ne doit pas creuser trop profondément, ça pourrait être dangereux. Ils couvrent les os de plâtre pour les protéger pendant leur voyage vers le laboratoire. Ça va? Ouais, j'essaie seulement... Tu veux que je t'aide? Non, j'ai une bonne prise. On a déjà l'autre fragment au labo. On l'avait emporté avec le reste du squelette. À présent, on pourra tout assembler. C'est une partie de l'animal vandalisé. On en a beaucoup parlé dans la région. Je crois que les gens auront hâte de le voir.
Entre-temps, à Pipestone Creek, l'équipe des Pachyrhino doit mettre fin à la chasse. Une tempête menace son site de fouille. Notre plus grand problème, c'est l'instabilité de la météo. Il faudrait absolument protéger le site, parce qu'à chaque épisode de pluie, on doit interrompre le travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait, patron? On va déposer une bâche sur le terrain et installer une grande bâche au-dessus de la carrière, afin de pouvoir travailler même s'il pleut. Philip Curry doit protéger son site s'il ne veut pas perdre des indices qui pourraient l'aider à expliquer la mort d'un vaste troupeau de dinosaures il y a 73 millions d'années. Une telle quantité d'eau et de boue pourrait remplir la carrière très rapidement. Et après, il faudrait qu'on recommence de zéro. OK, vous pouvez tirer. Dame Nature est déchaînée, et Philip Curry ignore dans quel état il retrouvera son site le lendemain matin. Mais à Milk River, l'équipe du dinosaure à cornes voit le visage d'une espèce mystère émerger de la croûte terrestre pour la première fois en 80 millions d'années. On saura bientôt quelle portion du crâne est ici. Dans les Badlands de l'Alberta, l'équipe du dinosaure à cornes obtient enfin son premier aperçu d'une espèce inconnue. On espère découvrir d'autres portions du crâne, mais on pourrait très bien échouer. Mais à Grande Prairie, en Alberta, des pluies torrentielles frappent la région, provoquant des inondations majeures. À Pipestone Creek, le site de fouille de l'équipe des Pachyrhino est compromis. Une pluie torrentielle a provoqué une coulée de boue qui a détruit le site et failli enterrer les paléontologues vivants. J'étais au fond de la carrière avec les autres quand la paroi s'est mise à s'effondrer. On s'est tous sauvés de là en courant. Mais 2 semaines de travail ont disparu en l'espace de 2 secondes. À première vue, 10 tonnes de roc ont glissé jusqu'au fond de la carrière. Et il va falloir ôter tout ce roc. Le terrain est très mouillé, glissant et très dangereux. Il suffirait d'une inclinaison horizontale d'1 demi-degré pour dégringoler jusqu'en bas. Il leur reste à peine 4 jours pour fouiller la carrière. C'est donc un recul important pour Philip Curry. En temps normal, on serait en train d'exhumer des ossements. Mais non, on est encore en train de creuser. Mais avant de pouvoir déterrer des ossements, il leur faudra d'abord se déterrer eux-mêmes. À Milk River, la carrière grésille comme un œuf sous le soleil brûlant, tandis que David Evans et l'équipe du dinosaure à cornes cherchent les ossements de ce qui pourrait être une nouvelle espèce de dinosaure. Même au Canada, la chaleur peut devenir étouffante. Les journées de 40 à 45 degrés Celsius ne sont pas rares. Mais ils sont dans leur élément, car l'image de leur mystérieux dinosaure se précise enfin. Voilà une partie du bouclier crânien. C'est une section du crâne de ce nouveau dinosaure à cornes. Ici, on peut voir les os jumelés qui forment les côtes de la collerette. Et en remontant vers la partie arrière, on voit des petites bosses. Ces bosses marquent l'emplacement d'énormes crochets qui s'allongeaient vers l'avant. On n'a jamais rien vu qui ressemble à ça. Mais à quoi servait la collerette des cératopsiens? 2 fonctions possibles ont été envisagées. Les dinosaures à cornes sont les seuls qui présentent ces énormes collerettes décoratives à l'arrière du crâne. C'était peut-être une mesure de protection. Imaginez un tricératops attaqué par un T-Rex. Cette collerette aurait protégé l'arrière de son cou. Il semble que plusieurs cératopsiens ne pouvaient pas utiliser leurs collerettes pour se défendre. Elles étaient trop minces pour être vraiment utiles. Alors à quoi servaient-elles? On croit que ces larges collerettes et leurs ornementations permettaient aux animaux de la même espèce de se reconnaître plus facilement. À la fin du Crétacé, ces forêts étaient envahies par des dinosaures de toutes sortes. Ils devaient avoir du mal à retrouver leurs troupeaux ou leurs compagnons. L'évolution des collerettes était peut-être une simple affaire de séduction. Sur le site, les paléontologues sont pressés de découvrir d'autres fragments clés du casse-tête. Tout va bien jusqu'ici, mais on espère pouvoir trouver les cornes.
À Pipestone Creek, l'équipe des pachyrhinosaures de Philip Curry lutte pour remettre son site en état. Les inondations ont provoqué une énorme coulée de boue, déchargeant 10 tonnes de roc au fond de la carrière et enfouissant les indices qui auraient pu expliquer la mort d'un troupeau entier de dinosaures. En arrivant au dernier jour d'une fouille, tout le monde souhaite disposer de beaucoup plus de temps. Pressée de rattraper le temps perdu, l'équipe creuse fébrilement le sol, impatiente d'exhumer d'autres os de pachyrhinos. Ces os-là pourraient provenir d'un animal, de 10 animaux ou de n'importe quel chiffre entre les deux. Philip Curry sait que ces herbivores à visage cornu se déplaçaient en immenses troupeaux migratoires. Mais quelle force létale de la nature a pu prendre des milliers de dinosaures au piège sans leur laisser la moindre chance de survie? Après avoir passé plus d'une saison à fouiller le dépôt d'ossements, Curry peut éliminer 2 scénarios. Entre autres, on a pu associer le dépôt d'ossements des pachyrhinos aux cendres volcaniques. Ça nous a suggéré l'hypothèse que les volcans de l'époque produisaient tellement de cendres qu'ils ont fini par étouffer les animaux, ce qui expliquerait leur mort. Mais il n'y a pas beaucoup de cendres dans le dépôt, ce qui rend cette hypothèse peu plausible. Les feux de forêt présentaient une autre possibilité. On sait qu'ils étaient fréquents et on a trouvé beaucoup de charbon de bois dans certains dépôts, mais pas dans celui-là. Si d'année en année, on retourne au même dépôt d'ossements, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de réponse. Dans le cas présent, on a du mal à comprendre pourquoi autant d'animaux s'étaient rassemblés. Michael Curry et l'équipe des pachyrhinosaures ont à peine 2 jours pour trouver les preuves manquantes dans l'affaire non résolue de Grande Prairie. Et à Milk River, David Evans et l'équipe du dinosaure à cornes ont besoin d'un dernier fossile pour identifier leur dinosaure mystère. Avec un peu de chance, on trouvera les cornes ici. Dans les Badlands de l'Alberta, David Evans et son équipe cherchent les cornes d'une espèce de dinosaure encore inconnue. Ce sera probablement la plus belle découverte faite en Alberta depuis des décennies. Jusqu'ici, les fouilles de Pipestone Creek se sont soldées par un labeur pénible et boueux. De plus, l'équipe des pachyrhinos n'a pas encore résolu le mystère de la mort soudaine d'un vaste troupeau de dinosaures. Au bout de plusieurs jours d'un travail éreintant, les coéquipiers de Curry ont déposé leurs outils. Ils vont participer à la soirée de levée de fonds de ce dernier. C'est un événement formel en tenue de soirée, alors on va s'habiller très élégamment. Enfin, on fera de notre mieux compte tenu du fait qu'on débarque d'un site de fouilles. Pour Curry, les levées de fonds représentent simplement un moyen de financer ses fouilles. Et le bal des dinosaures l'aidera à faire connaître ses recherches et à obtenir d'autres fonds pour son musée. Je pourrais difficilement être plus près. Pour ses étudiants, c'est l'occasion de se faire beau et de sortir un peu. La fille d'un des fermiers me l'a prêté. Elle l'a acheté chez Tiffany's. Dès que le bal des dinosaures est lancé, tous les invités peuvent enfin se détendre et profiter de la fête. Le lendemain matin, habitué à manier une pelle, Phil Curry lance les travaux du musée qui portera son nom. Celui qui a donné son nom au musée, Philip J. Curry. En réalité, cette région est un véritable terroir de dinosaures. Des forêts ont poussé sur leurs ossements, ce qui les rend un peu plus difficiles à trouver. Mais ceux qui savent chercher les trouveront sans problème. Mais Philip Curry n'a pas encore découvert les causes de la mort d'un troupeau de dinosaures à la fin du Crétacé, et il ne lui reste plus beaucoup de temps. Comme n'importe quel enquêteur, il a besoin de preuves, et il n'a plus qu'1 jour pour les trouver. Entre-temps, à Milk River, l'équipe du dinosaure à cornes de David Evans tente d'achever le portrait robot du visage de l'animal afin de savoir si elle a vraiment découvert une toute nouvelle espèce de dinosaure. Il y a beaucoup d'os crâniens dans cette zone. Avec un peu de chance, on trouvera des cornes ici. La taille et l'emplacement des cornes aideront les paléontologues à identifier le mystérieux cératopsien. On a déjà excavé des vertèbres, des côtes, des fragments de crâne et de membres. On en sait déjà beaucoup plus sur ce dinosaure qu'on n'aurait jamais osé l'espérer. Mais on est encore à la recherche des cornes pour reconstituer le visage de ce nouveau dinosaure. Sans les cornes et la collerette, il n'y aura pas de nouvelle espèce dans le carnet de chasse de David Evans et de son équipe.
Par contre, à Pipestone Creek, la tempête qui a failli tuer les paléontologues leur fournira peut-être l'indice manquant. C'est peut-être ce qui est arrivé aux dinosaures regroupés dans la carrière. À Milk River, David Evans et l'équipe du dinosaure à cornes en sont à l'étape finale de leur périple pour reconstituer le visage d'une nouvelle espèce de dinosaure. Ce n'est qu'une question de temps. On obtiendra tous les fragments nécessaires. Mais à quoi ressemblera ce nouveau dinosaure? Entre-temps, à Pipestone Creek, c'est la dernière journée de fouille de Philip Currie et de l'équipe des Pachyrhinos. Quelle force létale de la nature a bien pu tuer des milliers de pachyrhinosaures ici même, il y a 73 millions d'années? La grande quantité d'ossements trouvés au même endroit nous indique que ces animaux y sont presque tous morts instantanément. Tout animal qui se déplace en groupe va affronter des situations susceptibles de causer la mort en masse du troupeau. On n'a qu'à étudier les animaux dans nos environnements modernes pour réaliser que ce genre de choses arrive très fréquemment. En 1985, dans le nord du Québec, environ 10 000 caribous sont morts en très peu de temps, en l'espace de quelques heures. C'est un exemple parmi tant d'autres. En autant que je sache, les pachyrhinosaures, dont on a trouvé les os dans ce dépôt, se sont sans doute noyés. C'est la meilleure explication parce que c'est la plus simple. Tandis que le vaste troupeau cherche une nouvelle source de nourriture, il est pris dans la tempête. Prêt à tout pour échapper à la montée soudaine des eaux, les pachyrhinos tentent de traverser une puissante rivière en crue. Ces dinosaures étaient peut-être dans un système où les eaux ont monté trop vite pour eux. Ils ont paniqué et ils se sont mis à se bousculer et à se noyer l'un l'autre. Le troupeau de dinosaures de 4 tonnes a perdu pied. Les animaux se sont retrouvés dans les eaux agitées, incapables de nager, puis de respirer. Les dinosaures de ce dépôt d'ossements sont associés aux eaux vives. Et les eaux vives les ont engloutis. L'eau s'est retirée en exposant des milliers de carcasses. Ces dépouilles ont été dévorées par les tyrannosaures, puis elles sont restées enfouies sous la poussière du temps pendant 73 millions d'années. Il semble incroyable qu'une seule inondation ait pu décimer un troupeau d'1 millier d'animaux vigoureux. Mais après avoir essuyé une violente tempête, Philip Currie et son équipe connaissent maintenant la force d'une inondation soudaine et sa puissance mortelle. Cette année, les coulées de boue et la pluie torrentielle ont écourté les fouilles. L'équipe de Philip Currie sait qu'elle a à peine gratté la surface de ce terrain gorgé d'ossements. À 1000 km de là, l'équipe de David Evans couvre de plâtre les ossements qu'ils ont tirés des Badlands. On a retrouvé des fragments essentiels de collerette. On a aussi un fragment de la corne nasale. Et on a même pu récupérer une des cornes frontales fixées au-dessus des yeux, un des trésors qu'on convoitait. Ce fossile représente sans doute notre plus importante trouvaille de la saison. Ici, c'est le centre du crâne, la ligne médiane. On peut voir qu'il y avait une pique ou un crochet un peu plus bas. On les voit mieux de l'autre côté. On a donc 2 crochets, un de chaque côté de la tête. Ils avaient la taille de ma main. J'ai l'impression que ce fragment complétera les autres sections de collerette qu'on a déjà au labo et qu'on pourra enfin reconstituer une première collerette pour cette nouvelle espèce de dinosaure. Si les fragments de collerette concordent, David Evans aura découvert une toute nouvelle espèce de cératopsien. Plusieurs mois s'écouleront avant que David puisse déballer ses trésors dans le laboratoire du Musée royal de l'Ontario. Ici, les ossements du dinosaure inconnu seront extirpés des vestes de plâtre qui les protègent.
L'os que Ian est en train de préparer représente la section centrale arrière de la collerette. C'est l'os qui nous permet d'affirmer avec certitude qu'il s'agit d'une nouvelle espèce de dinosaure. L'opération est délicate. Un faux mouvement pourrait détruire des mois de travail. Mais finalement, le précieux fragment de collerette émerge. Le plus excitant, ce sont les ornements bien développés en forme de crochet qui sont présents des deux côtés. Si ce fragment de collerette correspond au spécimen recueilli durant les dernières fouilles de David Evans, il dévoilera les premières traces du visage d'une nouvelle espèce. C'est vraiment extraordinaire. C'est confirmé. Grâce aux fragments qu'on a découverts l'an dernier, on a pu rassembler tous nos vestiges et se faire une idée très nette de l'apparence du dinosaure. Notre artiste a donc pu créer une image qui doit ressembler d'assez près à ce nouveau dinosaure. Vous voulez le voir? Le voilà. C'est la première reconstruction du Southside Ceratopsian, le cératopsien du sud de l'Alberta. On ne l'a pas encore nommé, mais ici on voit bien ses crochets courbés vers le bas, à l'arrière de la collerette. Il y a aussi de longues cornes au-dessus des yeux. Notre dinosaure semble avoir été pourvu d'une longue corne nasale, ce qui est assez inattendu. Grâce à cet os et à la reconstitution complète de l'ornementation de la collerette de ce dinosaure à cornes, on peut confirmer l'existence d'une nouvelle espèce et l'ajouter au répertoire des dinosaures. Chaque nouvelle espèce de dinosaure nous en apprend davantage sur la diversité de la vie antérieure de la planète Terre. En prime, on va s'amuser à rédiger la description complète de l'animal et à lui trouver un nom. Le dinosaure sans nom sera exposé ici même au musée. En montant une nouvelle exposition, j'essaie de me souvenir du temps où j'étais un gamin de 5 ou 6 ans, absolument fou des dinosaures. Qu'est-ce qui m'aurait impressionné? Je crois que la possibilité de voir une nouvelle espèce tout de suite après sa découverte impressionnerait n'importe quel paléontologue en herbe. David Evans est devenu chasseur de dinosaures pour ressentir l'excitation d'une nouvelle découverte et pour voir revivre une créature préhistorique dans toute sa splendeur. Dans le prochain épisode de Sur la piste des dinosaures, une jeune paléontologue cherche la dernière pièce d'un casse-tête mythique dans les Badlands de l'Alberta. On n'a pas retrouvé la tête ou la massue caudale, mais je me contenterai de savoir à quel endroit on l'a trouvée. Il pourrait y rester des choses intéressantes. S'ils arrivent à résoudre un mystère vieux d'1 siècle, ils trouveront peut-être les ossements manquants d'un dinosaure ayant vécu il y a 74 millions d'années. Et sur un site secret de la Colombie-Britannique, Arrêtez de filmer. un couple de paléontologues a découvert le premier dinosaure complet de la province, couché à l'endroit même de sa mort. Aucune route ne mène au site. Il faut tout transporter par voie des airs. Ils ont pu le sortir du sol, mais est-ce qu'ils pourront le faire voler? On sera inquiet et très anxieux. C'est la saison des dinosaures. En ce moment, les plus grands paléontologues de la planète fouillent le territoire canadien pour découvrir un monde disparu depuis des millions d'années. Bingo! On a nos dinosaures. Ils combattront la chaleur, les inondations et le temps en cherchant les traces des dinosaures. Et les plus extraordinaires créatures jamais vues sur Terre revivront bientôt, car nous marchons sur la piste des dinosaures. Dans cet épisode de Sur la piste des dinosaures, une nouvelle génération de chasseurs de dinosaures cherche à retrouver des fossiles disparus depuis longtemps. On cherche un animal particulier, l'ankylosaure, qu'on appelle souvent le dinosaure blindé. Si l'équipe de l'ankylosaure arrive à résoudre un mystère vieux d'1 siècle, On a sorti un gros objet d'ici. elle trouvera peut-être les ossements manquants d'un dinosaure ayant vécu il y a 77 millions d'années.
Et sur un site secret de la Colombie-Britannique, Arrêtez de filmer. un couple de paléontologues a découvert le premier dinosaure complet de la province, couché à l'endroit même de sa mort. Aucune route ne mène au site. Il faut tout transporter par voie des airs. L'équipe de l'Adrosaure a pu le sortir du sol. Mais est-ce qu'elle pourra le faire voler? On sera inquiet. Inquiet et très anxieux. Le dégel printanier tarde toujours en Alberta. Et le mois de mai est déjà avancé lorsque l'équipe de jeunes scientifiques de l'Université de l'Alberta arrive enfin au parc provincial Dinosaur. La saison de la chasse aux dinosaures est ouverte. Les étudiants seront dirigés par le paléontologue canadien renommé, le chercheur Philip J. Curry. Quand on s'approche des Badlands, et surtout quand on arrive au sommet de la crête, l'équipe voit ces terres défiler sous ses yeux éblouis. L'excitation devient alors très intense. Ce chasseur de fossiles de renommée internationale a passé sa carrière sur le terrain, sur des sites de fouilles établis un peu partout, du Montana à la Mongolie. Il a établi un lien entre les dinosaures à plumes et les oiseaux modernes et prouvé que les tyrannosaures chassaient en meute. Aujourd'hui, Philip Curry revient fouiller son territoire natal. Si je suis revenu encore une fois au parc Dinosaur, c'est parce que c'est le meilleur site de la planète. La position du parc est idéale. Il y a 75 millions d'années, c'était une forêt luxuriante. Un foyer humide et fertile, parfaitement adapté aux douzaines d'espèces de dinosaures herbivores, dont des douzaines d'espèces de dinosaures carnivores faisaient régulièrement leur repas. C'est plutôt joli vu d'ici. C'est vrai. C'est à l'envers, non? Ce voyage permettra à Philip Curry de jouer son rôle de mentor auprès d'une nouvelle génération de chasseurs de dinosaures. Si je peux faire quelque chose de gratifiant pour eux, alors j'ai l'impression d'avoir bien travaillé. Comme les fonds recueillis financent à peine 3 semaines de fouilles, chaque jour compte pour 2. L'étudiant Scott Persons est à la recherche de carnivores. L'an dernier, j'ai trouvé 6 dents de tyrannosaure en un jour. Et cette année, je vais faire de mon mieux pour briser mon record. Ça me rappelle le jeu du parachute de l'école primaire. L'étudiante Victoria Arbour se passionne pour la paléontologie depuis son adolescence. C'est ma 7e saison ici. J'adore les dinosaures depuis l'enfance, ou presque. Et ces fouilles dans le parc provincial Dinosaur, c'est l'équivalent de la quête du Saint Graal pour moi. Il y a environ un siècle, on a découvert les premiers fossiles de dinosaures ancrés dans l'abrupt paysage lunaire des Badlands. Vers 1910, l'aventurier et chasseur de fossiles Barnum Brown a fait les manchettes avec un squelette de Triceratops et le premier squelette de tyrannosaure jamais découvert. Un siècle plus tard, cette nouvelle génération d'explorateurs est résolue à faire ses propres découvertes. Ce n'est qu'un fragment d'os, mais on a la surface externe et la surface interne qui est spongieuse. Compte tenu de la surface interne, il s'agit probablement d'un herbivore. Mais Victoria Arbour cherche un herbivore bien précis. J'aime les ankylosaures, les dinosaures blindés, parce qu'ils sont très laids. Et à cause de leur laideur, je crois qu'ils n'ont pas la renommée qu'ils méritent. Ils n'étaient peut-être pas beaux, mais ils étaient coriaces. Les ankylosaures étaient les chars d'assaut du monde dinosaurien. Leur corps massif était couvert de plaques osseuses qui les protégeaient, comme le font celles des crocodiles et des tatous modernes. 77 millions d'années plus tard, Victoria est sur la piste d'un seul ankylosaure. Elle cherche les os manquants d'un squelette découvert dans les Badlands il y a 100 ans. On cherche un animal en particulier, le NHMUKR 5161. Ils ont été trouvés il y a près de 100 ans par un homme appelé William Cutler. Toute l'armure est encore en place et on voit même des empreintes de peau. Mais Cutler n'a ramené ni la tête ni la massue caudale. William Cutler était un collectionneur amateur de fossiles, qui les égarait régulièrement, en plus de négliger de documenter ses sites de fouilles. Ce serait génial de découvrir la tête ou la massue caudale, mais je me contenterai de retrouver l'endroit où il a été exhumé. Victoria Arbour est ici pour terminer son travail, mais elle aura du mal à trouver la grotte du paléontologue amateur. Je me suis collé la main sur un cactus. Je n'ai pas l'agilité d'une chèvre de montagne. J'aimerais bien avoir les gènes d'une chèvre. À 1000 km au nord-ouest, une deuxième chasse aux dinosaures est en cours.
3300 personnes vivent à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique. Il n'y a pas grand-chose dans le coin, à part des ruisseaux, du charbon et des forêts inexplorées. Mais il y a une quinzaine d'années, des habitants sont tombés par hasard sur des vestiges de dinosaures. Ils ont fait venir des experts qui ne sont jamais repartis. Richard McRae et sa collègue Lisa Buckley, qui sont aussi mari et femme, ont bâti leur carrière en marchant sur la piste des dinosaures. Chaque été, ils explorent ces montagnes à la recherche de traces de dinosaures. C'est comme une chasse au trésor. Au détour de chaque coude, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Enfant, je voulais déjà devenir paléontologue. Alors quand j'ai su qu'il y avait des vestiges de dinosaures ici, en Colombie-Britannique, j'étais plutôt excitée. Des traces de pas. Des traces de pas. Des grosses traces de pas. On a la partie arrière du pied ici, puis un orteil latéral, l'orteil du milieu et l'orteil latéral du côté opposé. Comme les doigts de pied sont assez arrondis à l'extrémité, il s'agissait peut-être d'un gros ornithopode. Les ornithopodes, de gros herbivores dotés de 3 orteils, sont considérés comme les vaches du monde dinosaurien. Ils ont laissé de profondes empreintes de pas, préservées dans la boue durcie et pétrifiée au fil des siècles. En explorant ces collines pendant 10 ans, Richard McRae et Lisa Buckley ont trouvé assez de tracés de fossiles pour remplir un entrepôt complet. Ils ont donc réquisitionné un bâtiment abandonné et ils l'ont rempli de fossiles. En ce moment, nous sommes dans une école primaire désaffectée. Petit à petit, les fossiles partiels découverts dans la région ont été acheminés vers le nouveau musée. Voici une découverte importante. Très peu de traces entières de tyrannosaures ont été retrouvées sur la planète. Aucun des squelettes complets n'a été trouvé en Colombie-Britannique. Mais avec un peu de chance, cette malheureuse situation changera bientôt. Au fond des forêts qui bordent Tumbler Ridge, les 2 paléontologues ont découvert le premier squelette de dinosaure complet jamais exhumé en Colombie-Britannique. Ils y ont investi 5 années de travail. Mais aujourd'hui, le squelette va enfin émerger du sol. C'est un hadrosaure de 74 millions d'années. Un herbivore mesurant 9 mètres du museau à la queue et pesant 5,6 tonnes. Étendu sur le sol, on a un segment proximal assez long de la queue de l'animal. Cet échantillon pèse de 700 à 800 kilos. Un fossile n'est pas seulement un os enseveli. Quand un dinosaure est recouvert de sable, des minéraux s'infiltrent dans son squelette, le rendant aussi dur et aussi lourd que le roc. C'est pour ça que notre hadrosaure pèse encore de 2 à 3 000 kilos. Aucune route ne mène au site. Il faudra donc le transporter par voie des airs. Et on aura besoin d'un hélicoptère assez performant. Après tout, on va ramener le premier squelette complet de dinosaurien de la Colombie-Britannique. Le vol est très court, mais ce sera ma mission la plus terrifiante à ce jour sur le site. Et je me suis déjà suspendue à des surfaces verticales avec des cordes pour observer des traces de dinosaures. On sera inquiet et très anxieux. On va se ronger les ongles, mais si tout le monde fait bien son travail, notre squelette atterrira en un seul morceau. Réussiront-ils à transporter l'hadrosaure de 74 millions d'années sans accident? Ou leur rêve d'exposer un dinosaure local dans leur musée se brisera-t-il en miettes? Entre-temps, l'équipe de l'Ankylosaure a peut-être découvert une image qui la mènera à la grotte de William Cutler. Nous sommes sur la bonne voie. À Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, l'équipe de l'hadrosaure est enfin prête à exhumer un dinosaure qui hiberne depuis très longtemps. Sa veste de plâtre ne résistera peut-être pas. Tandis que dans les Badlands de l'Alberta, au parc provincial Dinosaur, l'équipe de l'Ankylosaure explore les rochers à la recherche de fossiles. Mais Victoria Harbour ne s'intéresse qu'à un seul dinosaure. J'aime l'ankylosaure à cause de sa queue très spéciale qui pouvait servir de massue ou de hache de guerre. D'une simple oscillation, cette massue caudale pouvait briser un os ou fracasser un crâne avec une force mortelle. Et si la légende ne ment pas, un ankylosaure pourrait bien attendre la paléontologue de l'autre côté de cette rivière. Le mystère que l'équipe de Philip Currie veut éclaircir est vieux d'un siècle. C'est un vulgaire soubresaut dans la chronologie paléontologique. Au début du 20e siècle, des paléontologues américains ont envahi cette région pour y piller une grande quantité d'os de dinosaures. Cela n'a guère plu aux Canadiens.
Le gouvernement d'Ottawa a donc embauché son propre chasseur de dinosaures, Charles Hazelius Sternberg, un paléontologue qui recueillait des fossiles dans l'Ouest américain depuis des dizaines d'années. Sternberg et ses 3 fils se sont rendus en Alberta pour rivaliser avec le chasseur de fossiles américain Barnum Brown et déclencher ce qu'on appelle maintenant la ruée canadienne vers les dinosaures. Ils étaient prêts à tout pour revendiquer les découvertes les plus importantes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Brown et les Sternberg se sont bien amusés à l'époque. Le matériel s'érodait depuis des centaines de milliers d'années et beaucoup de fossiles étaient déposés en surface. Grâce aux Sternberg, un grand nombre des fossiles albertains sont restés au Canada. On peut les admirer au Musée royal de l'Ontario à Toronto. Mais la ruée vers les dinosaures avait aussi attiré beaucoup d'amateurs qui espéraient tirer une fortune de ces vieux ossements. L'un d'eux était William E. Cutler, l'homme qui a exhumé le squelette complet d'un ankylosaure dans une grotte locale. Mais peu après sa découverte, 2 précieux fossiles, l'os de la queue et le crâne, ont disparu mystérieusement avec les coordonnées du site de fouille. Ce spécimen est présentement exposé à Londres, en Angleterre, et on aimerait récupérer les éléments manquants. Pour aider Victoria Harbour à les retrouver, Philip Curry a fait appel à Darren Tankey, surnommé le détective de dinosaures. Darren est l'homme qu'il nous faut pour retrouver des vieilles carrières et des segments de dinosaures. Si quelqu'un sait où se trouve la carrière, ce sera Darren. Il observe tout. Rien ne lui échappe. Il voit chaque trace laissée sur le terrain. Parfois, c'est une simple marque sur un rocher ou peut-être un bout de journal. Tankey, du musée de paléontologie Royal Tyrrell, situé en Alberta, a fait carrière en découvrant des sites de fouilles abandonnés et en traquant les ossements disparus des dinosaures. J'essaie de retrouver ce site depuis très longtemps. Mais je n'avais que la photocopie de très mauvaise qualité d'une vieille photo pour me guider. Par chance, on a récemment trouvé une copie originale de la revue et j'ai maintenant une meilleure image pour continuer mes recherches. La photo montre le fossile pendant sa descente d'une carrière, ce qui donne un premier indice du paysage environnant. En gros, on cherche un endroit avec un flanc de falaise verticale et une anfractuosité abrupte qui projette une ombre. L'emplacement exact représenté sur la photo de Cutler n'a toujours pas été identifié. Cutler était un collectionneur amateur qui est venu au Canada en 1898. Vers 1912, il s'est mis à collectionner les fossiles. William Cutler est aussi devenu le seul représentant de la race humaine qui ait été attaqué par un ankylosaure. Pendant qu'il l'exhumait, le squelette est tombé sur lui, en blessant gravement la partie supérieure de son corps. Ses compagnons ont recueilli le reste du spécimen, mais ils n'ont pas noté les coordonnées du site. Les Sternberg ont dressé une carte qui documente tous les sites de fouilles de l'époque. Elle pourrait guider l'équipe vers la fameuse grotte de Cutler. Notre campement est ici. On va traverser la rivière et se rendre à ce terrain plat où Cutler avait établi son camp. En gros, on remonte vers cette vallée. Mais cette photo a été prise il y a plus d'un siècle. Et pendant tout ce temps, les Badlands ont été constamment exposés au vent et à la pluie. Même un expert comme Tankey n'est pas certain de pouvoir retrouver la grotte. Entre-temps, à quelques kilomètres de là, Scott Parsons a peut-être arraché une dent des profondeurs de la Terre. Excellent. Ça, c'est une dent de tyrannosaure. Elle était placée à l'avant de la bouche du tyrannosaure. Il s'en servait pour transpercer sa proie, puis il arrachait un gros morceau de chair presque à l'emporte-pièce. Ce n'est pas un hasard si les tyrannosaures étaient au sommet de la chaîne alimentaire. Grâce à leur puissance, leur vitesse et leur sens aiguisé, ces féroces bipèdes étaient des prédateurs nés. Scott Parsons a déjà découvert son premier fossile de tyrannosaure. La saison de chasse s'annonce bonne. Entre-temps, à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, une équipe de paléontologues formée des conjoints Lisa Buckley et Richard McRae a découvert un hadrosaure articulé. Mais ils craignent que leur site de fouille ne soit détruit avant qu'ils parviennent à évacuer le dinosaure. Ça peut sembler paranoïaque, mais nos craintes sont justifiées par le vandalisme que d'autres sites ont subi. Pour protéger le premier squelette de dinosaure complet de la Colombie-Britannique, le couple n'a pas divulgué les coordonnées du site. Il ne veut prendre aucun risque. Aujourd'hui, Richard McRae et son assistant Dustin transportent l'équipement jusqu'au site de fouille. Lisa conduira l'équipe de tournage jusqu'au site en passant par un sentier secret. On va partir, alors. Arrêtez de filmer.
Tandis que l'équipe de l'Hadrosaure coupe la caméra, celle de l'Ankylosaure retrouve la piste d'un chasseur de dinosaures disparu depuis près d'un siècle. Cutler était assis à cet endroit précis. Dans le parc provincial Dinosaur, l'équipe de l'Ankylosaure recherche un site de fouilles disparu il y a un siècle et qui pourrait contenir des ossements depuis 77 millions d'années. On cherche un animal en particulier, celui qu'on a appelé NHMUKR 5161. Entre-temps, dans un endroit secret, un squelette d'Hadrosaure de 74 millions d'années attend l'ambulance aérienne qui doit l'évacuer en toute sécurité. L'équipe de paléontologues qui l'a découvert fait le maximum pour protéger le site des vandales. L'équipe de tournage doit donc voyager en aveugle et ne pas filmer la route qui mène au site. Bon, nous sommes perdus dans les bois. Et je parie que vous ne savez absolument pas où vous êtes, alors vous pouvez filmer. Crier semble une étrange façon d'aborder un emplacement secret. Mais cette mesure de sécurité n'a rien à voir avec la sécurité des fossiles. Elle protège plutôt les humains. On doit être prudent, car des ours utilisent ce sentier. Le cri que vous venez d'entendre est notre système d'alerte anti-ours. Il leur signale notre présence. Ici, on a des déjections d'ours. Des déjections, ce sont des excréments. Les déjections, c'est de la merde. De la merde, des crottes, des fesses. Richard McRae n'est pas venu sur le site depuis 6 mois. Voilà le site. On est très excités d'avoir pu revenir ici. Cette année, on espère évacuer le dinosaure principal. Vous voyez cette bosse? C'est lui. L'équipe avait enterré l'énorme squelette pour le protéger des vandales. À présent, Richard McRae et son équipe doivent l'exhumer avant de le préparer pour son vol. Même manier la pelle ne leur fait pas peur. Au cours des 5 dernières années, on a probablement enlevé plus de 300 mètres cubes de roc. Manuellement. Il se libère. Une fois la Terre enlevée, ils verront comment leur dinosaure a supporté sa longue hibernation. Il a très bien supporté l'hiver. La veste de plâtre ne m'inquiète plus. Elle survivra au transport. Non, c'est faux, je m'inquiétais quand même. Mais la veste ne s'est pas détériorée depuis l'été dernier. Le squelette complet d'un dinosaure fossilisé se cache sous la veste de plâtre, couché à l'endroit où il a rendu son dernier soupir. Comme vous le voyez, nous avons identifié différents segments des os de l'animal. Ces chevrons, ou archémaux, sont les os du dessous de la queue. Et ici, ce sont les neurépines, ou l'épine dorsale, la première série de vertèbres articulées qu'on a retrouvées. L'épine dorsale du dinosaure est courbée en sens inverse, comme s'il était mort violemment et très douloureusement. Autrefois, quand les scientifiques ont commencé à interpréter les fossiles, on croyait que cette position reflétait l'agonie de l'animal. Mais le domaine a évolué et on a fini par réaliser que pendant que le corps du dinosaure se décomposait et tombait en morceaux, ses tendons et ses ligaments se desséchaient. C'est ce phénomène qui provoque la courbure inversée du cou et de la queue. Après avoir reposé sous terre pendant 74 millions d'années, l'Hadrosaure est prêt à s'envoler vers son nouveau foyer. Mais une question demeure. Réussira-t-il son vol? Dans les Badlands de l'Alberta, l'équipe de l'Ankylosaure a appris que la grotte de Cutler, un site de fouilles disparu depuis un siècle, pourrait être de l'autre côté de la rivière, presque en face de leur campement. L'expédition est dirigée par le chasseur de dinosaures Darren Tankey, qui est peut-être déjà sur la bonne voie. On vient d'atteindre l'endroit où le campement de Cutler était établi en 1914. Sa tente était montée dans cette zone, là-bas. C'est super. Si tu restes près de moi, tu verras que les collines de la photo sont celles qu'on voit là-bas. Et cette colline surplombée de rochers qui descendent aussi en pente, c'est la bonne. C'est génial, fantastique. Alors, Cutler était assis là il y a près d'un siècle. Génial. Après avoir retrouvé son campement, Tankey et l'équipe de l'Ankylosaure se séparent, afin de chercher des indices qui les mèneront à la grotte de Cutler. Il y a un vieux fil rouillé ici, sur l'emplacement de sa tente. C'était une précaution supplémentaire pour s'assurer que les caisses ne s'ouvriraient pas pendant le transport en train. Il a presque 100 ans. C'est un bon début. J'ai réussi à trouver le site de l'ancien campement de William Cutler grâce à la photo prise en 1914. Comme il n'avait ni camion ni voiture, il a dû camper près de la carrière. Nous sommes sur la bonne piste.
Plus loin dans les Badlands, Scott Parsons traque le tyrannosaure. Mais il a découvert quelque chose d'un peu moins terrifiant en cours de route. Ce sont les fragments d'un membre de tortue. Ces tortues marines préféraient l'eau. Ce n'étaient pas des tortues terrestres, ce qui prouve que l'environnement était humide et chaud. Il y a 75 millions d'années, l'Alberta bordait les rives d'une chaude mer intérieure qui s'enfonçait profondément dans le territoire nord-américain. La contrée était torride et marécageuse, densément remplie de la végétation nécessaire aux herbivores et densément peuplée des herbivores nécessaires aux carnivores. Voilà le radius d'un hadrosaure, un dinosaure à bec de canard. Sa forme nous le confirme. L'avant-bras est assez gros, bien plus gros que le mien, c'est évident. Cet animal devait mesurer plus de 9 mètres de long, de son bec de canard jusqu'au bout de sa longue queue. Le fossile de Scott Parsons provient d'un hadrosaure, un dinosaure à bec de canard. C'était le plus gros herbivore de l'Amérique du Nord. Ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'en se couchant par terre, on peut voir des petites éraflures sur la surface de l'os, et aussi cette unique entaille très profonde. Ce sont des marques de morsure, et le seul animal de l'écosystème du parc Dinosaur capable de laisser une entaille aussi profonde sur un os était un membre de la famille des tyrannosaures. Il y a 75 millions d'années, un tyrannosaure connu sous le nom de Gorgosaurus chassait dans cette région. L'animal mesurait 9 mètres de long et pouvait atteindre une vitesse de 40 km à l'heure. En 1913, le tout premier squelette de Gorgosaurus a été découvert ici, dans le parc provincial Dinosaur, par les premiers paléontologues du Canada, les Sternberg. Scott Parsons a découvert un os qui vaut la peine d'être ramené au camp. Mais il devra avoir la délicatesse d'un artiste pour l'extraire du sol sans le fracasser. De l'autre côté de la rivière, Darren Tankey et l'équipe de l'Ankylosaure se rapprochent de l'emplacement mystérieux. En ce moment, nous sommes à peu près ici. Darren Tankey consulte une carte de la région dressée par les Sternberg il y a 60 ans. Il croit qu'elle le guide vers la grotte de Cutler, qui pourrait contenir la massue caudale et le crâne manquant de l'ankylosaure. Le GPS me donne des informations contradictoires. Les flèches changent constamment de position. Malheureusement, la vieille carte et les GPS de l'équipe ne font pas bon ménage. On ne peut pas être sûr à 100% d'avoir découvert le site. On n'a aucune photo du véritable site qui nous confirme son emplacement. Si la carte de Darren Tankey est exacte, elle conduira l'équipe de l'Ankylosaure jusqu'à un site de fouilles abandonné depuis 100 ans. Tandis qu'en Colombie-Britannique, l'équipe de l'Hadrosaure espère qu'elle pourra tirer son fossile massif du sol sans fracasser tous ses os. Jamais transporté de dinosaures. Une autre première. Sur un site de fouilles secret de la Colombie-Britannique, l'équipe de l'Hadrosaure attend son transport. Elle espère que l'hélicoptère sera assez puissant pour soulever le squelette et l'emporter dans les airs. On aura besoin d'un hélicoptère performant. Et dans les Badlands de l'Alberta, Victoria Harbour et l'équipe de l'Ankylosaure affrontent un territoire hostile, dans l'espoir de découvrir un site désaffecté depuis près d'un siècle. S'ils retrouvent la légendaire grotte de Cutler, ils récupéreront peut-être la massue caudale et le crâne manquant d'un précieux ankylosaure. Ces fragments ont disparu avant l'envoi du squelette à Londres, il y a environ un siècle. Comme William Cutler a laissé quelques carnets de notes, on espère trouver ce qu'on cherche. Leur seul véritable indice est la photo jaunie qui reproduit peut-être le moment où le squelette a été sorti de la carrière. On voit clairement l'inclinaison. Oui. On a sorti un gros objet d'ici. Quelque chose d'assez gros. Mais... quoi? On a trouvé des débris de jute, de plâtre et de bois. On sait donc qu'on a sorti quelque chose d'ici. Le roc ressemble à celui qu'on voit autour du spécimen exposé à Londres. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un aurait pris la peine d'exhumer un objet dans cet endroit perdu s'il ne s'agissait pas d'une découverte significative. Vous croyez qu'il y avait assez de place? On a l'article de Cutler, celui où il décrit la taille du bloc, Oui. en pieds. J'ai à peu près 10 pieds.
D'après moi, la queue était là. À cet endroit, je ne vois rien qui ressemble à des vertèbres ou à une section transversale. Il n'y a pas d'os. Rien. Non. Non. À mon avis, la carrière devrait être plus grande parce que le spécimen est énorme. L'équipe est déçue. Darren Tenke a fait fausse route. La grotte de Cutler était sûrement plus grande que celle-là. Je ne sais pas. C'est une énigme. Je suis très troublé par ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment dommage parce que Darren était très confiant. Ce serait le dernier clou du cercueil? Cette carrière est peut-être perdue pour toujours. Elle a pu s'éroder complètement et disparaître, tout simplement. Tant qu'on n'aura pas retrouvé le crâne ou une preuve formelle de l'emplacement de la grotte de Cutler, on continuera les recherches parce que ce mystère n'est toujours pas résolu. De l'autre côté de la rivière Red Deer, Scott Persons passe un meilleur moment. L'os d'adrosaure mordu par un tyrannosaure est prêt à être exhumé. On utilise le papier absorbant pour protéger les ossements. Le plâtre protège les fossiles fragilisés. Mais même quand ils sont enveloppés, ils peuvent encore se fragmenter. C'est l'étape la plus dangereuse de l'extraction. Si tout va bien, la veste tiendra le coup. Mais on ne peut rien garantir. Alors croisez les doigts. Allons-y. Merveilleux. C'est parfait. Absolument parfait. Je peux faire mes bagages et aller manger un bon repas. À Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, l'équipe formée par Richard McRae et Lisa Buckley attend les résultats d'une expertise professionnelle. Un squelette d'adrosaure de 4000 kilos peut-il être transporté sans risque par voie aérienne? Si on peut ajouter un peu plus de puissance au moteur, ça ne fera pas de mal. Présentement, les paléontologues n'ont aucune garantie de sécurité. Tandis que l'équipe technique évalue la charge, ils attendent l'hélicoptère de transport. L'approche d'un hélico génère des vents de 160 km/h, comme un ouragan. Certains de ces vents pourraient renverser ces arbres très facilement. Vous ne les verrez probablement pas, mais ils vont tomber raides et vous rompre le cou. Alors je pense plus à moi qu'au dinosaure. Après tout, il est déjà mort. Malgré la longue attente, rien ne garantit le succès de l'entreprise. Il s'agit du premier squelette de dinosaure complet jamais trouvé en Colombie-Britannique. Et même s'il franchit la ligne des arbres en une seule pièce, il pourrait se fracasser en plein vol sous l'effet de son propre poids. On devrait en mettre une ici et une autre là. Quand le fossile quittera le sol et qu'il n'aura aucune stabilité, ce sera la période la plus dangereuse. Et si quelque chose lui arrivait, on n'y peut rien, même si on y est attaché. Je vais mettre un filet par-dessus pour qu'il ne tournoie pas pendant le vol. Le filet brisera le vent. Le dinosaure volera sur une distance d'1 kilomètre interminable, avant d'être déposé en douceur sur un camion à plateforme. L'hélicoptère peut supporter une charge utile de 5000 kilos. Richard McRae a calculé que le fossile pesait environ 4400 kilos, un peu plus qu'un éléphant adulte. Mais ce n'est qu'une hypothèse non vérifiée. J'ai beaucoup d'expérience. Mais je n'ai jamais transporté de dinosaure. C'est une autre première. L'équipe technique a fabriqué un filet de corde pour tirer l'adrosaure du ravin et le conduire en pleine lumière comme attraction vedette du musée de Tumbler Ridge. Mais tout dépend du bon déroulement de ce transport aérien. Un nouveau jour se lève sur le parc provincial Dinosaur. Victoria Harbour n'a pas découvert la grotte de Cutler ou l'ankylosaure de ses rêves, mais si elle continue ses fouilles, les Badlands lui offriront peut-être un prix de consolation. Sur le terrain, on trouve très rarement les fossiles qu'on recherche à un moment précis ou qu'on espère trouver durant la saison de fouilles. Une heure plus tard, sa ténacité est enfin récompensée. Qu'as-tu trouvé, Victoria? Un os assez long semble enfoncé dans le sol. Ah oui! On va gratter des deux côtés et voir ce qui se produira. Le sol est très friable, il ne sera pas trop difficile à exhumer. Génial! C'est toujours intéressant de trouver un os entier.
Je cherche principalement des fossiles d'ankylosaures, mais j'aime bien trouver d'autres vestiges. Cette découverte m'a rendue très heureuse. Les nuages gris qui s'accumulent au-dessus des Badlands n'assombriront pas l'enthousiasme de la paléontologue, car elle vient de faire une découverte significative. Il est énorme. C'est vraiment fantastique. Il a l'air en bon état. Super. Je suis contente. Je crois qu'il s'agit du tibia d'un dinosaure carnivore, le Gorgosaurus. C'est un parent du tyrannosaure, plus petit que celui que l'ensemble du public connaît. La dent que Scott Parsons a trouvée l'autre jour, le type de dent qui a mordu la patte de l'hadrosaure, provient de la même espèce que le tibia. Il y a 74 millions d'années, le Gorgosaurus parcourait les terres marécageuses à la recherche d'herbivores moins rapides que lui, et l'hadrosaure était sûrement sur son menu. Même si c'est peu probable, les deux paléontologues auraient-ils découvert les vestiges du même Gorgosaurus et du même hadrosaure? Le prédateur et sa proie. Victoria Harbour a fait une étonnante découverte, mais elle doit maintenant battre Dame Nature de vitesse. Il nous reste environ une demi-heure. Puis toutes ces rigoles vont se remplir d'eau. Il y aura des cascades substantielles et ces canaux seront inondés. Il n'y aura plus moyen de se déplacer. C'est un peu frustrant. Par chance, on a la belle trouvaille de Victoria. On aurait aimé protéger l'os un peu mieux, le mettre à l'abri de la pluie. Le nouveau fossile de Victoria Harbour est exposé aux éléments pour la première fois depuis des millions d'années. Mais personne ne sait s'il sera encore là demain. En Colombie-Britannique, un hélicoptère transportera le squelette d'un hadrosaure. Mais si l'équipe de paléontologues a mal calculé son poids, il n'ira pas bien loin. J'ai déjà vu des vestiges largués à 60 mètres du sol. Il n'en reste plus rien. À Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, un hélicoptère est en plein vol. Ils génèrent des vents aussi puissants qu'un ouragan. S'ils réussissent leur coup, le premier squelette de dinosaure complet jamais découvert en Colombie-Britannique s'envolera vers son nouveau foyer. En Alberta, le parc provincial Dinosaur est inondé et Victoria Harbour a trouvé un précieux fossile. Mais les fouilles ont été interrompues par la pluie. Et si elles ne cessent pas, des journées de labeur acharné vont partir à la dérive. Notre journée est perdue, que ça nous plaise ou non. La pluie rend le territoire des Badlands tellement glissant qu'on ne peut pas s'y aventurer. Il faut rester ici et attendre la fin. Victoria Harbour réussit quand même à se distraire, à la façon des chasseurs de dinosaures. Mon carnet à croquis était dans mes bagages. Le but du jeu est de dessiner un dinosaure ou un autre vestige. J'ai hâte de voir les croquis des autres. Eh bien, le voilà. Super. La pluie tombe sans répit, mais au moins les membres de l'équipe sont bien au chaud et bien nourris. C'est frustrant parce qu'on veut sortir et explorer le terrain. Mais la pluie et la boue nous empêchent de le faire. En ce moment, les paléontologues ont une seule option, rester à l'abri et espérer que le temps embellira bientôt. À Tumbler Ridge, c'est le jour D, le jour du dinosaure. Un hélicoptère est en route pour transporter le premier squelette de dinosaure articulé de la Colombie-Britannique. Avant le transport, j'évalue toujours les lieux d'atterrissage possibles. Les paléontologues Richard McRae et Lisa Buckley attendent ce jour depuis 5 ans. Ils sont morts d'inquiétude. Je me suis déjà senti mieux. Un petit moustique m'a piqué, mais ce n'est rien. Richard ne va pas trop bien non plus. Je me sens mal. J'ai mal à la gorge, je suis déshydraté, je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé. Ça risque de mal finir. Voilà Andy et Kirk, nos deux pilotes. Salut. Les risques
On pourrait avoir une panne de moteur et être forcé de larguer la charge. Mieux vaut ne pas en parler, ça n'arrivera sûrement pas. Mais, ouais, c'est pas un rocher. C'est sûrement plus fragile que ça. Beaucoup plus fragile. L'hélicoptère est en place et les deux paléontologues retournent à leur poste près du fossile. J'entends le bruit des pales. La minute de vérité. J'ai hâte de le voir voler, ce sera tout un spectacle. Il n'a pas bougé depuis 74 millions d'années. Il risque d'avoir tout un choc en s'envolant. Le couple se pose une seule question. Le poids du fossile a-t-il été bien évalué? S'il pèse plus de 5000 kilos, le transport aérien pourrait finir en catastrophe. J'ai déjà vu des vestiges largués à 60 mètres du sol. Il le frappe avec une telle force que le plâtre se liquéfie à nouveau. Et il n'en reste plus rien. Le premier squelette de dinosaure complet de la Colombie-Britannique arrivera-t-il à destination en une seule pièce? Nos deux paléontologues sont loin d'être rassurés. Pendant que l'équipe de l'Ankylosaure attend la fin de l'orage, afin que Victoria Harbour puisse aller récupérer son précieux tibia de Gorgosaurus. C'est frustrant parce qu'on veut sortir et explorer le terrain, mais la pluie et la boue nous empêchent de le faire. À Tumbler Ridge, l'équipe de l'Hadrosaure observe avec anxiété le premier essai de l'hélicoptère qui doit soulever le premier squelette de dinosaure complet de la Colombie-Britannique avant de le transporter dans les airs. Si le transport aérien réussit, l'Hadrosaure deviendra le premier vestige dinosaurien complet de la province. Deviner le poids d'un hadrosaure est un jeu dangereux quand il doit se transformer en dinosaure volant. Richard McRae a évalué qu'il pesait environ 4400 kilos. S'il s'est trompé, les pilotes devront larguer le fossile. Au bout de plusieurs minutes d'une attente insupportable, ils ont enfin des nouvelles des pilotes. On vient de confirmer le poids de la veste de plâtre et la charge est de 4400 kilos. Super. Bien calculé. Ouais, top là. Top là. La marge de manœuvre était mince. Le fossile pèse à peine 600 kilos de moins que la charge limite. Pouvez-vous nous prévenir quand il atterrira sur la plateforme du camion, s'il vous plaît? Ça y est, il a atterri en douceur. Il a atterri? C'est terminé. Ouais! Cette nuit, je dormirai comme un loir. J'ai été très heureux de voir notre vestige sur la remorque et dans une très belle position. C'était fantastique. Pour moi, ça vaut bien 10 Noëls. En Alberta, la pluie a enfin cessé et l'équipe de l'Ankylosaure peut retourner dans les Badlands en toute sécurité. C'est la dernière journée de Victoria Harbour au campement et elle espère que son fossile a survécu à la pluie. L'os est intact et encore bien ancré dans le grès. L'autre jour, j'ai mis un petit bandage de protection sur cet os. Maintenant, je dois écoper l'eau, creuser sous le tibia et lui mettre sa veste de plâtre. En rentrant, Victoria Harbour ramènera l'os d'un Gorgosaurus, le prédateur le plus terrifiant du parc provincial, un dinosaure de la même espèce que celui qui a rongé l'os d'Hadrosaure de Scott Parsons.
C'est un incroyable lien avec un monde disparu depuis des millions d'années. Ces trouvailles sont nos prix de consolation. En restant ouverts, on finit toujours par récupérer un trésor. On devrait mettre une branche dans cette veste. L'os de Gorgosaurus est prêt à voyager. Victoria Harbour doit maintenant dire au revoir aux Badlands. Elle n'a pas réussi à retrouver la grotte de Cutler ni son précieux ankylosaure, mais chaque expédition de fouille apporte ses propres récompenses. La paléontologie est un domaine où il faut travailler dur et longtemps. Si on trouve quoi que ce soit, c'est déjà une belle réussite. Je suis très heureuse d'avoir eu la chance d'explorer de nouveaux sites potentiels. Et même si on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait, je suis satisfaite de ce qu'on a trouvé. Je pense que mon expédition sur le terrain est réussie. Entre-temps, à Tumbler Ridge, l'Adrosaure arrive enfin à son nouveau foyer. On va dégager le squelette, nettoyer tous ses os, le rendre présentable et en faire l'attraction principale de notre galerie. Il leur faudra du temps et beaucoup d'efforts pour préparer l'exposition, mais Lisa Buckley et Richard McRae mettront tout leur cœur. La chasse aux fossiles est l'une des dernières frontières inexplorées de l'Amérique du Nord. On peut encore y faire sa marque, aller dans des coins où personne n'a mis les pieds et y trouver des vestiges encore jamais vus. Richard McRae et Lisa Buckley ont prouvé qu'il y avait des squelettes de dinosaures complets en Colombie-Britannique. Ils continueront donc de scruter des parois rocheuses et d'explorer les ruisseaux à la recherche de leur prochaine grande découverte. Dans le prochain épisode de Sur la piste des dinosaures, d'un océan à l'autre, des paléontologues escaladent des falaises friables et affrontent des marées implacables afin de trouver les vestiges des premiers dinosaures de la planète. Si ces chasseurs de dinosaures atteignent les ossements avant qu'ils ne soient emportés par les vagues, ils découvriront certaines des plus anciennes espèces de dinosaures ayant foulé le sol de la Terre. C'est la saison des dinosaures. En ce moment, les plus grands paléontologues de la planète fouillent le territoire canadien pour découvrir un monde disparu depuis des millions d'années. Bingo! On a nos dinosaures! Ils combattront la chaleur, les inondations et le temps en cherchant les traces des dinosaures. Et les plus extraordinaires créatures jamais vues sur Terre revivront bientôt, car nous marchons sur la piste des dinosaures. Dans cet épisode de Sur la piste des dinosaures, deux équipes vont affronter les marées montantes de la baie de Fundy en Nouvelle-Écosse en cherchant l'origine des dinosaures. Sur les rives du bassin de Minas, l'équipe des chasseurs d'empreintes doit retrouver les traces des premiers dinosaures qui ont parcouru la Terre avant que leurs fossiles ne soient emportés par la marée. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir rapporter ça dans mes bagages. Tandis qu'à Wasson Bluff, si l'équipe des prosauropodes peut atteindre ces fossiles avant qu'ils ne soient engloutis par la mer, on ne peut pas arrêter la marée. Elle pourrait découvrir une nouvelle espèce de dinosaure ayant survécu à un cataclysme planétaire. Ces animaux sont les survivants. Notre poursuite des plus anciens dinosaures du Canada commence dans la baie de Fundy en Nouvelle-Écosse. Ici, les falaises qui surplombent l'Atlantique existent depuis des centaines de millions d'années. Les marées côtières y sont les plus hautes du monde, ce qui représente une bénédiction et une malédiction pour les chasseurs de dinosaures. Elle complique la navigation près de la plage, mais elle provoque une forte érosion très profitable aux paléontologues. Le chercheur Tim Fedak s'est spécialisé dans la chasse aux fossiles des dinosaures les plus anciens de la Terre. Il dirige une équipe qui creusera au plus profond des sols de grès rouge de Wasson Bluff. En passant, vous êtes embauché. L'équipe de Tim Fedak devra travailler rapidement.
Ce site est sous l'eau pendant une bonne partie de l'année, mais cette fois, les marées seront basses pendant 10 jours. Des pelles, des râteaux, de dangereux instruments de destruction. On ne doit pas creuser de trop grands trous. Tout le contenu qu'on ne pourra pas recueillir pendant ce court délai sera emporté par la marée montante. On ne peut pas arrêter la marée. Tim Fedak et son équipe cherchent les ancêtres des célèbres dinosaures à long cou. Les prosauropodes. Ces créatures font partie des premiers dinosaures terrestres qui ont évolué pendant la période du Trias, il y a plus de 200 millions d'années. Le tyrannosaure était plus proche de notre ère que de celle des prosauropodes. Ce carnivore a vécu il y a 66 millions d'années. Mais pour retourner à l'époque des prosauropodes, il faudrait remonter le temps 134 millions d'années plus tôt. Aujourd'hui, Tim Fedak va peut-être nommer une nouvelle espèce d'un des dinosauriens les plus anciens de la planète. On recueille des fossiles sur ce site depuis 17 ans. On a identifié un nombre important de spécimens. Et il semble bien que ce soit une nouvelle espèce de prosauropode. Au moins 12 espèces de prosauropodes ont été répertoriées. Mais les scientifiques croient qu'en réalité, il y en avait bien davantage. Le nouveau genre de prosauropodes de la baie de Fundy pourrait bientôt se joindre à la liste des espèces. Depuis la dernière visite des paléontologues, des tonnes de débris ont recouvert le site. Et voilà, c'est parfait. Mais s'ils veulent trouver des ossements, ils devront éviter les éboulements. Ce site est dangereux. Vous ne devez jamais l'oublier. Je ne veux pas qu'il y ait un seul blessé. L'équipe est prête à prendre des risques pour découvrir un nouvel élément du passé. Ce serait très excitant de trouver un site de nidification ou des crânes. On espère toujours faire la découverte de notre vie. Mais pour prouver l'existence d'une nouvelle espèce de prosauropode, Tim Fedak devra prendre la marée montante de vitesse. De l'autre côté de la baie, Tyler Shaw remonte encore plus loin en arrière, car il est sur la piste de dinosaures plus anciens que les prosauropodes. J'ai toujours dit que les paléontologues sont des gamins qui n'ont jamais vieilli. Tyler Shaw est l'un des paléontologues du musée géologique de Fundy. En ce moment, il scrute les rives du bassin de Minas, à la recherche des premiers dinosaures de la Terre. Mais contrairement à la plupart de ses collègues, il s'intéresse plus aux rochers qu'aux ossements. Il s'arrête d'abord à Paddy's Island, un endroit où personne n'a chassé le dinosaure depuis plus de 20 ans. Cette zone date de la période du Trias. C'est vraiment très excitant. Ça, ce sont sûrement les vestiges de Paddy's Island. Mais on a de la chance. D'après moi, toute cette dorsale devrait être lisse et plate. Tyler et son collègue Nevin Dow fouilleront une zone qui est sous l'eau pendant la plus grande partie de l'année. Mais en refluant, la marée expose une zone paradisiaque pour un chasseur de dinosaures. Sur Terre, très peu d'endroits ont gardé la trace des premiers dinosaures, et la Nouvelle-Écosse est l'un de ces sites privilégiés. Aujourd'hui, l'équipe des chasseurs d'empreintes ne cherche pas des ossements, mais d'autres vestiges. Quand on voit des rochers bien plats, on sait qu'on a de meilleures chances de trouver des empreintes de dinosaures. J'adore les empreintes, on peut les observer. Quand il y en a deux, on a du mouvement. Si on les compare aux images d'un film, chaque empreinte est une image. Et en collant toutes ces images ensemble, on peut repasser la vie d'un dinosaure en boucle. Un animal peut laisser des tas d'empreintes durant sa vie, mais il ne laissera qu'un seul squelette. Un squelette est le sous-produit d'une créature morte, mais ces empreintes sont les sous-produits de sa vie. Malheureusement, le mouvement continuel de la marée érode ces rochers. Aucune trace de dinosaure. Si Tyler Shaw découvre des empreintes sur ce site, elles appartiendront à certaines des plus anciennes créatures de la Terre. Et elles auront vécu ici. Les fossiles découverts le long des rives de la baie de Fundy appartiennent à une période importante de l'histoire de la Terre. Il y a 200 millions d'années, les continents terrestres étaient rassemblés en un énorme bloc continental, la Pangée. La Nouvelle-Écosse actuelle était située dans son centre torride. La planète était très chaude et les reptiles y régnaient en maître. Mais le foyer humide des premiers dinosauriens allait disparaître, détruit par le cataclysme géologique qui a refait le monde. On peut encore voir des traces de cette transformation catastrophique dans les falaises de la baie de Fundy. Et nul ne les comprend mieux que Paul Olsen,
qui a fait une première découverte significative sur ce site en 1976. Je suis au pied d'une falaise de basalte ancien. Le basalte est une sorte de lave volcanique durcie, semblable à ce qu'on voit en Islande de nos jours. Mais ici, elle renferme les preuves de la plus grande extinction de masse de toute l'histoire de la Terre. L'ère des dinosaures a été marquée par 2 extinctions massives. La première a eu lieu au début de leur règne et la deuxième y a mis fin pour toujours. L'extinction de masse du Trias a commencé par la fracture de la Pangée, déclenchée par des éruptions de volcans probablement situés au Maroc, un proche voisin de la Nouvelle-Écosse à l'époque. Ces éruptions volcaniques étaient d'une ampleur incroyable, plus destructrice qu'aucun humain n'a jamais connue. Ces éruptions ont duré des milliers d'années. La lave a recouvert une zone de la taille des États-Unis et la Nouvelle-Écosse a été ensevelie sous un magma de roches en fusion. D'énormes quantités d'une lave semblable à celle qui a formé ces falaises se sont déversées sur la contrée, anéantissant toute vie sur leur passage et libérant d'énormes quantités de gaz carbonique et de soufre. Au bout du compte, ce désastre a provoqué l'extinction de 50 à 75 % de toute la vie animale et végétale de la Terre. Les prosauropodes qui avaient survécu à l'extinction massive du Trias ont dû affronter un monde dévasté et survivre dans un pays calciné, en tirant à grand-peine leur nourriture des maigres restes de la végétation. L'équipe des prosauropodes cherche des preuves de leur survie dans les ossements de Wasson Bluff. C'est un site unique dans tout le Canada, l'Amérique du Nord et même le monde entier, car il correspond à une période très particulière. L'extinction massive de la fin du Trias. Ces animaux étaient les survivants. C'est vraiment ici qu'on pourra voir l'aube des dinosaures. Mais s'ils ne récupèrent pas les vestiges à temps, la baie de Fundy reprendra ses spécimens anciens. Depuis 2 jours, l'équipe retire la couche supérieure de débris d'érosion. Mais comme elle dispose de quelques jours à peine pour identifier une nouvelle espèce de prosauropode, elle a obtenu l'aide d'un coéquipier de taille. Bingo! J'ai trouvé! Magnifique! Je crois que tu viens de découvrir notre dépôt d'ossements, Jack. Merci beaucoup. Ça, c'est une vertèbre de prosauropode. On n'en voit que la face postérieure. Elle est enfouie depuis 200 millions d'années. C'est la première fois qu'elle remonte à l'air libre. C'est une découverte importante pour vous? Assez importante, ouais. Tim Fedak a découvert son premier fossile. Il appartient à une créature qui est née et morte 134 millions d'années avant le tyrannosaure et le tricératops et 200 millions d'années avant l'apparition des humains. Cet animal mesurait de 3 à 4 mètres de long. Cette vertèbre est au bout de sa queue. On a donc beaucoup de travail devant nous. Si elle est seule, il y aura sûrement d'autres éléments isolés dans le coin. Il faudra dégager tous les débris d'érosion et trouver un moyen de recueillir les ossements. Le chercheur a découvert le bout de la queue d'un animal. Et s'il a de la chance, il trouvera son crâne à l'autre extrémité. 2 équipes affrontent les marées montantes de la baie de Fundy. À Wasson Bluff, l'équipe des prosauropodes dispose de quelques jours pour identifier une nouvelle espèce de dinosaure. On se croise les doigts. Notre véritable objectif est de découvrir un crâne de prosauropode. Tandis que dans le bassin de Minas, Tyler Shaw fait de l'escalade pour traquer certains des plus anciens dinosaures de la planète. Cela signifie que ce sont les ancêtres de toute la vie terrestre. En Nouvelle-Écosse, sur les plages du bassin de Minas, dans la baie de Fundy, l'équipe des chasseurs d'empreintes cherche les traces de certains des plus anciens dinosaures de la planète. C'est vraiment très excitant. Entre-temps, à Wasson Bluff, l'équipe des prosauropodes de Tim Fedak a trouvé le bon filon. Bingo! J'ai trouvé! Mais elle devra affronter une marée montante qui pourrait bien réclamer son trésor. Pour l'équipe des prosauropodes, la descente de la falaise constitue le plus court chemin vers le site de fouille. Il y a 200 millions d'années, cette région était complètement dévastée. Un cataclysme volcanique avait anéanti une grande partie de la vie sur Terre, et pourtant, de nombreux membres du groupe des prosauropodes avaient réussi à survivre à cet endroit. Tout ce qu'on a découvert ici a été trouvé au-dessus des basaltes de North Mountain, qui correspondent au début de la période jurassique.
L'équipe des prosauropodes espère que ces ossements leur permettront de comprendre comment ces dinosaures ont pu survivre au désastre, mais aussi d'apprendre s'ils appartiennent à une nouvelle espèce encore inconnue. Les paléontologues ont découvert un fragment de queue, mais ils ont à peine quelques jours pour vérifier si le crâne se trouve à l'autre extrémité. Le crâne est le vrai trésor caché. C'est lui qui nous permettra d'identifier le dinosaure et qui répondra à nos questions sur son espèce. Les 2 premiers jours, on a creusé le sol sans trouver grand-chose. Mais en ce moment, on progresse assez rapidement. En cherchant des os, on a découvert un vestige en forme de plaque, la partie inférieure d'une mâchoire probablement. Il n'y a pas de dents pour confirmer mon hypothèse, mais la forme correspond. Repérer des vestiges enfouis depuis 200 millions d'années représente un grand défi. Mais au début de sa carrière, Tim Fedak était sculpteur et illustrateur médical. Et il peut reconnaître un os en 3 dimensions, même 6 pieds sous terre. Si vous voulez bien descendre, je vous apprendrai à reconnaître cet os. Votre œil doit s'habituer à le voir. Imaginez qu'un être vivant était ici il y a 200 millions d'années, puis qu'il est mort. C'est incroyable. Je détiens un fragment de l'histoire. Et la découverte du bon fragment pourrait entraîner l'identification d'une nouvelle espèce de prosauropode dans la baie de Fundy. Je crois que j'ai découvert quelque chose, mais j'en suis pas sûre. Regardez. On dirait un minuscule fragment d'os. C'est peut-être un bout de dent. Il y a 200 millions d'années, la nourriture était rare. Une extinction de masse avait détruit une bonne partie de la végétation, et pour survivre, les premiers dinosaures devaient pouvoir digérer même les plantes les plus coriaces. Ils arrachaient des fougères ou des branches de conifères. Ils ne les mâchaient pas comme le font les vaches, mais ils avaient des gastrolites, des pierres dans leur gésier, qui leur permettaient de moudre les matières végétales, comme les oiseaux modernes. La découverte d'une dent indique que le chercheur se rapproche du trésor qu'il espère exhumer, le crâne d'un prosauropode. On établit vraiment des priorités, et cette fois, on espère ramener un crâne. Cette fois, l'équipe des prosauropodes sait exactement ce qu'elle cherche. Mais les premiers fossiles de la baie de Fundy ont été trouvés par hasard. Au 19e siècle, des géologues ont exploré les falaises de Joggins pour y trouver du charbon. Ils y ont plutôt trouvé des arbres fossilisés âgés de 315 millions d'années. Et ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a changé le monde scientifique à jamais. Au milieu du 19e siècle, ce site a été visité par Sir Charles Lyell et son compère, Sir William Dawson, un natif de la Nouvelle-Écosse. C'est ici qu'ils ont fait une des plus importantes découvertes paléontologiques de tous les temps. En fait, cet endroit marque le début de l'histoire des dinosaures. Voici l'endroit où Lyell et Dawson ont fait leur découverte. Exactement de cette façon. Un arbre s'était effondré et ils l'examinaient. Quant à l'intérieur, ils ont découvert des ossements qui repoussaient la chronologie des tétrapodes, les reptiles et les amphibiens, plus loin dans l'échelle des temps géologiques qu'on avait établis auparavant. Les os étaient ceux d'une petite créature de type reptilien qui a vécu il y a 300 millions d'années. 70 millions d'années avant les premiers dinosaures et 234 millions d'années avant le tyrannosaure. Charles Darwin a utilisé cette découverte pour prouver sa théorie de l'évolution. Aujourd'hui encore, ce sont les premiers signes de vie terrestre jamais retrouvés. Le côté le plus intéressant de cette découverte, c'est que les reptiles de Joggins sont les ancêtres des dinosaures et de tous les reptiles encore vivants aujourd'hui. Longtemps avant l'arrivée des mammifères, des oiseaux ou des dinosaures, les premières créatures à 4 pattes, les tétrapodes, ont fait leurs premiers pas sur la terre ferme. Leurs empreintes fossilisées nous donnent des informations précieuses sur la vie des vertébrés terrestres. Mais parce qu'ils se déplaçaient souvent en eau peu profonde, elles sont difficiles à trouver. Seul un expert comme Tyler Shaw sait à quel moment et à quel endroit il faut les chercher. On sort la nuit parce que l'angle de la lumière joue un rôle dans le dépistage des empreintes. On ne peut pas contrôler l'angle du rayonnement solaire, mais on peut contrôler celui de nos lanternes. Ce rocher a absorbé beaucoup d'eau, car on voit les marques laissées par les vagues. Et en mettant la lanterne en contre-plongée, on commence à en voir les traces. Aujourd'hui, il ne reste que du roc. Mais il y a des millions d'années, bien avant l'ère des dinosaures, un bord de mer sablonneux s'étalait ici. Au fil du temps, le mouvement des plaques tectoniques a surélevé le roc, dissimulant bien le fait que cette plage préhistorique était loin d'être déserte.
L'animal qu'on voit se déplaçait en eau peu profonde. Il se poussait vers l'avant et tirait son corps derrière lui. Il y a un écart de 70 à 80 cm entre une empreinte et la suivante. Donc, au minimum, l'animal avait la taille d'un berger allemand. Ça signifie que cet animal est l'ancêtre de toute la vie terrestre, de tous les animaux qui foulent ou ont foulé le sol. L'évolution de cet animal a dû produire les premiers amphibiens. À leur tour, ces amphibiens ont évolué et donné naissance aux reptiles que Dawson et Lyell ont découverts dans les falaises de Joggins. Et finalement, les premiers dinosaures sont apparus. Après avoir cherché les traces de leurs ancêtres à la lueur des lanternes, l'équipe de Tyler Shaw espère trouver les empreintes de quelques-uns des premiers dinosaures de la Terre avant qu'il ne soit trop tard. Entre-temps, l'équipe des prosauropodes essaie de découvrir les traces d'une nouvelle espèce sur un site de fouilles particulièrement ardu. La structure du site ne pourrait pas être plus complexe. Avant qu'elle ne soit emportée par la marée montante. À Wasson Bluff, l'équipe des prosauropodes n'a plus que 4 jours pour trouver les ossements dont elle a besoin pour identifier une nouvelle espèce de dinosaure. Cette fois, on espère ramener un crâne. Tandis que dans le bassin de Minas, l'équipe des chasseurs d'empreintes est sur la piste de sa prochaine grande découverte. Il y a une semaine, Paddy's Island, en Nouvelle-Écosse, était submergée. Mais il y a 220 millions d'années, elle était peuplée de dinosaures. C'est parfait pour le bateau ici. Tyler Shaw et Nevin Dow attendent patiemment le jour où ils pourront suivre la piste de ces animaux préhistoriques. Et ils seront peut-être bientôt récompensés. Généralement, je me promène avec une pile d'eau de poulet qui me porte chance. C'est de la magie sympathique. Mais on n'a pas mangé de poulet depuis un certain temps, alors. On dirait bien que ce n'est pas son jour de chance. Oh là là. Rien de rien. De loin, ça ressemblait vaguement à une empreinte de pas, mais de près, pas du tout. Ah, des crabes. Hé! Ça y est. Voilà l'Atreippus. C'est l'empreinte de son pied, avec 1, 2, 3 orteils. Voici l'empreinte de la main. Et une autre empreinte, plus grosse. On a nos dinosaures. Fantastique. Quel type de dinosaure a pu laisser ses traces? La datation des rochers qui emprisonnent l'empreinte nous fournit un indice important. Il date de 220 millions d'années. Par conséquent, l'animal qui y a laissé ses empreintes devait être l'un des premiers dinosaures de la Terre. Ça, c'est la ligne de rupture de cette section. Oui. On va les rassembler. Mon empreinte de dinosaure est là. Alors il devait venir ici. Ouais. La voilà. Au minimum, on a les traces d'un, de 2, de 3 herbivores. Ici. La forme et la taille des empreintes suggèrent qu'elles ont été faites par un animal appelé Atreippus, un dinosaure du Trias ayant vécu il y a 220 millions d'années. L'Atreippus était un quadrupède et il avait un bassin d'oiseaux. C'était un petit animal. Probablement pas plus haut que ça. Il était assez jeune. Celui-là était plus âgé. Mais ce n'est pas un spécimen de taille adulte. Celui-là devait se situer entre les deux autres. C'était sans doute un spécimen juvénile en plein dans l'adolescence destructrice. C'est mignon. Les empreintes sont si bien préservées que je m'attends presque à le voir debout devant moi, en train de se demander ce que je fais là. J'ai envie de tendre la main pour le chatouiller sous le menton. Mais il est mort depuis 220 millions d'années. L'Atreippus est connu grâce à ses empreintes fossilisées, car aucun de ses ossements n'a jamais été retrouvé. Des chasseurs d'empreintes comme Shaw nous ont fourni toute l'information disponible sur un des premiers dinosaures de la Terre. Ils n'avaient pas de doigts, comme les nôtres. Leurs doigts étaient plus soudés et plus rapprochés. Ils pouvaient marcher à 4 pattes, mais la plupart du temps, ils levaient leurs membres antérieurs et couraient sur leurs 2 pattes postérieures. Les pieds agiles des premiers dinosaures les ont aidés à survivre dans un monde peuplé de prédateurs féroces. Mais il y a 201 millions d'années, leur monde s'est retourné contre eux. Au début de la période du Trias, la région de la baie de Fundy était à la hauteur de l'équateur et enclavée dans la Pangée. Tandis que le supercontinent se fracturait, des tremblements de terre secouaient la région. Ils ont martelé les falaises jusqu'à ce qu'elles se fissurent.
200 millions d'années plus tard, ces fractures et ces crevasses sont encore burinées à la surface des rochers, présentant de graves défis à l'équipe de Tim Fedak. La structure du site ne pourrait pas être plus complexe. J'appelle ces vestiges les dinosaures sismiques, parce que leurs ossements ont été brisés en morceaux et séparés par les violents tremblements de terre de l'époque. Les os étaient enfouis une première fois, puis un deuxième tremblement de terre se produisait et causait toutes sortes de dommages. Ce site est une grande source de frustration. Les plus hautes marées de la planète arrivent ici. Les fossiles trouvés le long de ces rives sont donc saturés d'eau de mer et extrêmement fragiles. Ici, les ossements enfouis dans le substrat rocheux sont pratiquement bouillis. Ils ont la consistance du fromage en crème et il faut les manipuler avec délicatesse. Les os sont si fragiles qu'ils doivent les consolider avec de la colle. Dans la chronologie des fossiles, quand on préserve un seul ossement, on a l'impression d'avoir gagné le gros lot. Mais quand on préserve tout un squelette, c'est comme si on gagnait 2 gros lots consécutifs. Fouiller la Terre à la recherche de dinosaures morts il y a 200 millions d'années est un travail minutieux et frustrant. Mais Fedak et son équipe savent que leur découverte en valent la peine. Lia a trouvé une côte, Kimball en a trouvé une plus petite. Un os dermique nommé gastralium, mais ces 2 os sont très petits. En cherchant le précieux crâne, ils ont peut-être exhumé un autre trésor. En 15 ans de fouilles sur ce site, on a récupéré des fragments de matériel articulé provenant d'adultes et de jeunes adultes. Mais on reste toujours à l'affût de vestiges de très jeunes spécimens ou de fragments d'œufs. À vrai dire, chaque année, on espère tomber sur un site de nidification. L'équipe continuera de chercher son crâne, mais elle croit maintenant avoir une chance de découvrir un site de nidification. C'est une bonne raison de célébrer, comme on le fait dans la baie de Fundy. Elles sont prêtes, les gars? On va se régaler. Et Wedge? Les chiens et les palourdes ne font pas bon ménage. J'en ai fait l'expérience. Santé! Santé! C'est bon. On ne pourrait pas faire ça en Alberta. C'est vrai. La partie de palourde est terminée et l'équipe reprend les fouilles avec une nouvelle ardeur. Les membres de l'équipe cherchent une nouvelle espèce de prosauropode. Peut-être qu'ils trouveront sa pouponnière. On aimerait trouver un site de nidification. Ce serait fantastique. Entre-temps, à Paddy's Island, l'équipe des chasseurs d'empreintes est sur le point de découvrir les traces des plus anciens dinosaures de la planète, à moins qu'elles ne finissent au fond de l'océan. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir apporter ça dans mes bagages. À Wasson Bluff, l'équipe des prosauropodes est sur le point de faire une percée, mais elle est presque à court de temps. Chaque année, on espère tomber sur un site de nidification. Tandis que dans la baie de Fundy, l'équipe des chasseurs d'empreintes tente de transporter les traces de ces dinosaures de 220 millions d'années loin de Paddy's Island avant que la marée montante ne les redonne à l'océan. Ces empreintes sont gravées sur de lourds blocs de rochers qui ont été brisés par la force des vagues. J'essaie de trouver une façon de réduire le poids. Le pilote paniquerait si je tentais d'embarquer ces gros blocs de rochers à bord du bateau. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir rapporter ça dans mes bagages. Aucun os d'Atreippus n'a jamais été retrouvé. Des empreintes comme celle de Tyler Shaw sont donc notre seul moyen d'étudier le comportement d'un des premiers dinosaures de la planète. On va retourner les blocs en espérant que ça protégera les empreintes. Ensuite, j'essaierai de convaincre quelqu'un de revenir les charger dans un bateau vide pour les ramener à terre. Mais si l'attente est trop longue, le puissant courant sous-marin pourrait redonner à la mer ses blocs et leurs précieuses empreintes ou les fracasser sur le plancher océanique. Tyler Shaw profite de chaque seconde pour en apprendre davantage sur l'insaisissable Atreippus. Il faut multiplier la longueur de l'empreinte, c'est-à-dire l'écart entre le bout de l'orteil et l'arrière du talon, par 4. Regardez, 1, 2, 3, 4. Sa hanche était à peu près à cette hauteur. Ça, c'est l'écart entre la hanche et l'épaule. Ensuite, il faut doubler en ajoutant une longueur équivalente pour la queue. À peu près jusqu'ici, puis la longueur de la tête, et voilà la longueur approximative de l'animal. Avec le peu d'informations tirées d'une série de 3 empreintes, mais en séquence, c'est indispensable, on peut remplir les vides et déduire l'apparence de l'animal. Et il prend vie, il respire. Les empreintes fossilisées sont les témoins muets des dinosaures en mouvement, et elles nous ont laissé une poignante image de leur comportement. On a découvert des empreintes de dinosaures partout dans le monde, généralement près des ruisseaux et des rivières.
La région de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, est un excellent terrain de chasse pour le paléontologue Richard McRae. Un squelette, c'est un tas d'ossements. On peut en tirer beaucoup d'informations, mais les empreintes ont été faites par des animaux vivants. Comme on n'a pas de machine à remonter le temps, c'est notre meilleure façon d'observer les dinosaures. McRae collabore avec sa femme, la paléontologue Lisa Buckley. Il y a quelques semaines, ils ont découvert une nouvelle série d'empreintes de dinosaures. Mais leur inspection risque d'être assez dangereuse. Tu as ta radio? Non. On va étudier une nouvelle découverte dans un endroit qu'on appelle la gorge des dinosaures. Ici, la surface de pistage est pratiquement verticale. Ces pistes ont dû être faites près d'une plaine littorale il y a 130 ou 140 millions d'années. Puis, la formation des montagnes a commencé dans cette région et la plaque tectonique nord-américaine est entrée en collision avec d'autres plaques. Quand une auto s'écrase contre un mur de briques, son capot s'effondre. Donc, à cause de la formation des montagnes, des pistes horizontales sont devenues verticales. Pour atteindre les pistes, McRae devra escalader plus de 18 mètres de parois rocheuses friables. Et il devra faire vite s'il ne veut pas grimper à la noirceur. Le canyon est si étroit qu'il me reste à peine 1 heure de bonne lumière. Selon l'âge de la paroi rocheuse, les empreintes ont dû s'y fossiliser il y a 140 millions d'années. Mais il faudra les examiner de près pour identifier l'animal qui les a faites. On ne sait pas ce qu'il y a là-haut. À peine 40% des empreintes sont visibles du sol. Il faut grimper. Ce type de chasse aux dinosaures exige que les paléontologues aient des habiletés à l'escalade des falaises et qu'ils soient prêts à prendre des risques. On se souvient des dangers d'un site de fouille normal, mais on les multiplie par 10 ou même par 100 quand on explore une surface verticale. Je dois garder les yeux rivés à la corde et aux sangles. Même une fraction de seconde d'inattention pourrait être fatale à la sécurité de Richard. Le risque en valait la peine. Richard McRae a découvert une empreinte de bonne taille, parfaitement estampée sur le flanc de la montagne. Mais quel animal l'a laissé là? On voit ici l'empreinte d'un pied à 3 orteils. Une première question se pose très vite. L'animal était-il herbivore ou carnivore? Chez les carnivores, l'empreinte est généralement un peu plus longue que large. Et celle-ci répond à ce critère. Un autre indice concerne les doigts des carnivores. Ils ont des griffes très acérées. Mais ces doigts-là semblent avoir les extrémités arrondies. Le dernier indice, et le plus important, c'est l'empreinte de main qu'on voit devant celle du pied. C'est définitivement l'empreinte d'un dinosaure herbivore. Il y a 140 millions d'années, les dinosaures herbivores marchaient à 4 pattes. Mais les carnivores étaient des théropodes, des bipèdes, qui chassaient sur 2 pattes. Je vais descendre pour observer une très grande empreinte. Voici les contours d'un des doigts extérieurs. À l'extrémité, il s'effile et devient une griffe acérée. En longueur, il mesure 62 ou 63 cm. Mais il est beaucoup moins large. Il s'agit définitivement de l'empreinte d'un gros carnivore. On n'a retrouvé que 2 ou 3 spécimens datant de cette période. L'exposition d'une paroi rocheuse qui a conservé un grand nombre d'empreintes nous donnera beaucoup d'informations sur les divers types d'animaux qui vivaient dans cette région de la Colombie-Britannique. Ces pistes ont été faites à la fin de la période jurassique. En dehors des fossiles de la Nouvelle-Écosse, ce sont les plus vieilles traces de dinosaures jamais découvertes au Canada. Entre-temps, dans la baie de Fundy, l'équipe de Tim Fedak a peut-être trouvé une nouvelle piste qui la mènera vers les premiers dinosaures. Le crâne est notre meilleure source d'information, mais ces animaux subissent de grands changements physiques entre la naissance et l'âge adulte. Du point de vue de l'évolution, il est essentiel de comprendre ces changements. Ils espèrent encore trouver un crâne intact, mais leur nouvelle liste de souhaits comprend aussi un nid de prosauropodes. On cherche aussi des ossements d'animaux beaucoup plus petits, signe possible d'un site de nidification. On pourrait y trouver des œufs fossilisés ou des squelettes plus petits. On aimerait trouver un site de nidification, ce serait fantastique. Si les chercheurs exhument des bébés dotés des mêmes caractéristiques que les adultes déjà découverts sur le site,
Ils auront toutes les preuves nécessaires pour nommer une nouvelle espèce de prosauropode. On évite de nommer une nouvelle espèce à partir de vestiges provenant d'un seul stade de développement de l'animal, qu'il s'agisse de nouveau-nés ou d'adultes. Il est préférable de compléter le tableau en essayant de relier le squelette d'un adulte à celui d'un spécimen plus jeune. La découverte d'un site de nidification dans la baie de Fundy serait une première en Amérique du Nord. Mais si Tim Fedak et son équipe n'agissent pas assez vite, il sera englouti par la mer. L'équipe des chasseurs d'empreintes, elle, doit transporter ces précieux blocs de rochers hors de l'île avant qu'ils ne coulent. À Paddy's Island, dans la baie de Fundy, l'équipe de Tyler Shaw a identifié d'incroyables pistes de dinosaures. Mais si l'océan les engloutit, il perdra des preuves essentielles à notre connaissance des premiers dinosaures. À Wasson Bluff, le temps menace aussi les projets d'un groupe de paléontologues. Le temps passe et il nous reste environ 1 jour et demi. L'équipe de Tim Fedak accélère ses fouilles dans l'espoir d'exhumer un site de nidification de prosauropodes. Une découverte encore jamais faite en Amérique du Nord. En Afrique du Sud, il y a de superbes sites où on a recueilli des nids complets, avec des embryons encore dans leurs œufs, prêts à éclore. En 2005, un site de nidification vieux de 190 millions d'années a été découvert en Afrique du Sud. Les autres sites de nidification exhumés auparavant avaient 100 millions d'années de moins. Cette découverte a dévoilé l'existence de comportements de nidification complexes. De plus, l'utilisation répétée de certains sites par une seule espèce et les nids très bien organisés suggèrent que la mère plaçait peut-être soigneusement ses œufs après les avoir pondus. Les sites ont aussi révélé des écarts surprenants dans les stades de croissance des prosauropodes. Certaines parties du squelette se développent plus vite que les autres. Le crâne a une vitesse de croissance plus lente, tandis que celle du cou est beaucoup plus rapide. Au cours de sa vie, l'animal semble changer de posture. Nouveau-né, il marche sur ses 4 pattes, mais à l'âge adulte, il marche généralement sur ses membres postérieurs. En établissant un lien entre nouveau-né et un adulte, l'équipe des prosauropodes obtiendrait toute l'information dont elle a besoin pour ajouter une nouvelle espèce de prosauropode au répertoire des dinosaures. On a découvert des ossements tout près. S'il y a d'autres vestiges articulés ici, on devrait les trouver assez rapidement. L'équipe doit travailler plus vite pour gagner la marée de vitesse. Tim Fedak se résout donc à sortir les outils électriques. Je ne suis pas certain des effets du marteau perforateur sur ces parois rocheuses. On verra bien. Par bonheur, la chance est de son côté. En détachant ces pierres, on a trouvé un autre fragment d'os. Un os est visible ici, et l'autre sur ce deuxième fragment. Il s'emboîte parfaitement. Avant de savoir quel type d'os il a découvert, le chercheur se retrouve devant un public. Un groupe d'amateurs locaux dirigé par son collègue Tyler Shaw. Vous voyez ces petits sacs avec les languettes oranges? Ils contiennent les fragments d'os qu'ils ont exhumés. Dans mon carnet, j'ai des images de créatures du même type. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient trouvé le même animal. Et voilà Tim Fedak, la vedette du site de fouille. Comment ça va? Quoi? Voilà un os qu'on vient de trouver. C'est un bout de côte. Il est enfoncé dans ce roc depuis 200 millions d'années. Grâce au travail de Tim Fedak, de Tyler Shaw et des chasseurs de dinosaures locaux, cette région de la Nouvelle-Écosse est devenue la Mecque des amateurs de dinosaures, qui affluent vers la petite ville de Parsborough pour visiter son musée. Mais à quelques rues de là, on peut trouver un autre type de musée, géré par le paléontologue amateur Eldon George. C'est un Celophysis, c'est mon animal de compagnie. Eldon George est une légende locale et une vedette dans la communauté géologique. Il ratisse les plages à la recherche de fossiles et de minéraux depuis l'âge de 8 ans. J'ai trouvé ces empreintes le 31 mars 1983. Ce jour-là, la découverte d'Eldon George est entrée dans l'histoire. J'ai trouvé ça dans 7 ou 8 centimètres d'eau. Au début, je croyais que c'était des traces d'oiseaux. Puis, je me suis rendu compte que j'avais trouvé quelque chose de très rare. Il avait raison. Ces empreintes minuscules ont été faites par un bébé Celophysis il y a 205 millions d'années. Elles font partie des plus petites traces de dinosaures jamais découvertes.
Il y a plus de 200 millions d'années, ce bébé Célophysis partageait son territoire avec l'Atréipus. Ils erraient et se nourrissaient dans un monde de jungles chaudes et fertiles. Mais ils n'ont pas survécu à la destruction de leur monde. Pourtant, les dinosaures que Tim Fedak est en train d'exhumer ont réussi à survivre et à évoluer dans un terrible univers post-apocalyptique. La mission de Fedak, prouver qu'une nouvelle espèce de prosauropode a vécu ici et survécu au cataclysme, en est au sprint final. Il a besoin de preuves concluantes comme un crâne ou un site de nidification, et il en est bien prêt. On a une dizaine d'éléments, ce qui n'est pas trop mal, mais on doit vraiment s'assurer qu'aucun vestige articulé ne risque d'être érodé. S'il y en a encore, il faudra les recueillir. Le temps passe, il nous reste environ 1 jour et demi. Ces vestiges sont peut-être à portée de main, mais pour l'équipe des prosauropodes, la marée monte et le temps presse. Dans la baie de Fundy, l'équipe des chasseurs d'empreintes combat aussi la marée pour sauver les traces des plus anciens dinosaures du Canada. C'est absolument fantastique. Dans le bassin de Minas, l'équipe des chasseurs d'empreintes a monté une mission de sauvetage pour préserver les traces préhistoriques d'un dinosaure Atréipus avant que la marée ne les emporte. Tandis qu'à Wasson Bluff, l'équipe des prosauropodes dispose de quelques heures à peine pour recueillir des informations vitales à l'identification d'une nouvelle espèce, sans quoi son dépôt d'ossements deviendra un dépôt sous-marin. L'équipe fait une dernière descente périlleuse pour récupérer le maximum de vestiges avant que l'océan ne recouvre la plage. On entend déjà les vagues de la marée qui va bientôt engloutir le site. Pour protéger des fossiles vieux de 200 millions d'années, les paléontologues ont recours à une technique éprouvée. On utilise le plâtre et la toile de jute depuis des centaines d'années. Les membres de l'équipe des prosauropodes croient avoir trouvé les preuves nécessaires pour ajouter une nouvelle espèce à la liste des premiers dinosaures. Mais ils ne le sauront qu'après avoir ramené les vestiges au laboratoire. Une chose est sûre, ces minuscules trésors ont une véritable épopée à raconter. Ces dinosaures ont été témoins d'un des pires épisodes d'extinction de masse. Et ils y ont survécu, contrairement à la majorité des organismes de l'époque. Les prosauropodes ont connu leur sursis cosmique lorsque la Pangée s'est fracturée il y a 200 millions d'années. Les déserts enclavés se sont transformés en riches régions côtières, les jungles ont repoussé, et au fil du temps, les prosauropodes ont évolué pour devenir des géants. Les prosauropodes étaient les ancêtres des futurs sauropodes, les plus gros animaux jamais vus sur Terre. Il y a 200 millions d'années, ces petits dinosaures ont connu une incroyable destinée. Et ils ont laissé un héritage extraordinaire. Aujourd'hui, l'équipe de Tim Fedak tente de préserver leurs vestiges avant qu'ils ne soient emportés par la mer. De l'autre côté de la baie, Tyler Shaw est revenu en bateau, sans son équipe, afin de récupérer les empreintes de l'Atréipus. Je vais essayer de manœuvrer jusque-là. J'ai du mal à croire que personne n'a vu ce site depuis 20 ans ou plus. Les empreintes de dinosaures sont encore fraîches, elles paraissent de plus en plus. Elles valaient bien un deuxième voyage. C'est absolument fantastique. La nouvelle saison de chasse aux empreintes de Tyler Shaw finit en beauté. Je me sens comme un enfant de 3 ans avec un nouveau jouet. Aujourd'hui, quand j'ai repris le bateau, la vue seule valait le voyage. Mais en plus, j'ai pu récupérer mes empreintes de dinosaures. Personne n'a pu avoir une meilleure journée, à moins que l'or ne se mette à tomber du ciel. Moi, je suis aussi heureux qu'un cochon dans la boue. Et à Wasson Bluff, les vestiges de Tim Fedak sont sur le point d'être ramenés au musée. Très bien. Parfait. On a réussi. L'équipe fait ses bagages, mais elle songe déjà à la saison prochaine. Je reviendrai aussi souvent qu'on me le demandera. L'expérience m'a été très profitable. J'ai même découvert des os. Je ne m'y attendais pas du tout. Au début de cette saison de fouilles, je me disais que je ne reviendrais peut-être pas ici avant longtemps. Mais ces dépôts semblent devenir très intéressants. Même si Tim Fedak explore ce site depuis près de 20 ans,
Chaque année, il y fait de surprenantes découvertes. Tandis que les vestiges préhistoriques sont chargés avec précaution dans les véhicules, la nature reprend ses droits. Allons-y, il faut retourner au musée avant le retour de la marée. Au revoir! Mais leur travail est loin d'être fini. Ce n'est qu'au bout de longs mois d'analyse méticuleuse qu'ils sauront exactement ce qu'ils ont trouvé. Ce sont les plus anciens os de dinosaures du Canada. Ils sont donc difficiles à exposer. Mais après 9 mois de travail, on observe des caractéristiques dans certains éléments qui semblent suggérer qu'il s'agit bien d'une nouvelle espèce. Le dévouement de l'équipe de Tim Fedak a permis une importante découverte. Mais il sait que son travail dans la baie de Fundy est loin d'être fini. Au cours des prochains mois, les marées exposeront d'autres secrets préhistoriques dans les falaises de Joggins, et Tim Fedak y reviendra pour creuser le passé à la recherche des premiers dinosaures de notre planète. Dans le prochain épisode de Sur la piste des dinosaures, 2 équipes tenteront de résoudre un des plus grands mystères de la Terre, la véritable cause de l'extinction des dinosaures. Ont-ils été victimes d'un astéroïde ou étaient-ils déjà en danger lorsqu'il s'est écrasé sur la planète? C'est la saison des dinosaures. En ce moment, les plus grands paléontologues de la planète fouillent le territoire canadien pour découvrir un monde disparu depuis des millions d'années. Bingo! On a nos dinosaures! Ils combattront la chaleur, les inondations et le temps en cherchant les traces des dinosaures. Et les plus extraordinaires créatures jamais vues sur Terre revivront bientôt. Car nous marchons sur la piste des dinosaures. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde s'est écrasé sur la Terre et cette collision cosmique a mis fin à l'ère des dinosaures. Mais cette théorie est-elle vraie? Dans cet épisode de Sur la piste des dinosaures, 2 équipes creusent le sol à la recherche d'indices qui les aideront à résoudre un mystère datant de 66 millions d'années, l'extinction des dinosaures. Dans les prairies de la Saskatchewan, l'équipe de McGill retrace les derniers pas de Titan, tandis qu'à Drumheller, en Alberta, l'équipe du musée Royal Tyrrell cherche un dinosaure à cornes plutôt insaisissable. Si les 2 équipes parviennent à découvrir d'autres vestiges, elles connaîtront les secrets de la vie de ces colosses et de leur mort. À Montréal, une équipe d'étudiants en paléontologie de l'Université McGill va bientôt partir vers l'ouest. En ce moment, ils préparent une expédition de 3 semaines en Saskatchewan. Il y a des trucs morts là-dedans. Oui. Ils travailleront sous la direction du paléontologue Hans Larsson, rattaché au musée Redpath de l'Université McGill. J'adore les dinosaures. Je crois que tout le monde les adore. Et si on expose plus de vestiges, ce sera une très bonne chose pour le musée. Hans Larsson a chassé les dinosaures partout, du Nunavut jusqu'en Afrique. Son champ d'intérêt est leur évolution. Il a retracé leur vie jusqu'à l'extinction et plus loin encore. En étudiant la fin de ces titans, il a obtenu une perspective saisissante de notre monde il y a 66 millions d'années. L'extinction de masse des dinosaures est un sujet très controversé. On sait que tous les dinosaures non aviaires se sont éteints à cette époque, mais des questions importantes demeurent sans réponse. Comment sont-ils morts? Est-ce que l'extinction de masse a été rapide ou lente? Quelles espèces ont disparu en premier et quelles ont été les étapes de l'extinction? Ces réponses sont enfouies dans un site des prairies canadiennes à 3500 km de Montréal. Bienvenue en Saskatchewan! L'équipe fait route vers un site de fouilles du Parc national des Prairies, dans les Badlands de la Saskatchewan. On se rend là-bas surtout parce qu'on y a trouvé de superbes blocs de rochers qui datent de la fin du Crétacé, l'époque de l'extinction de masse. Ce site contient les ossements de certains des derniers dinosaures de notre planète. On se rend au site où on a découvert une partie du squelette d'un dinosaure à bec de canard qu'on a surnommé l'Edmontosaure. Il était énorme.
L'Edmontosaure était un herbivore gigantesque qui a disparu il y a 66 millions d'années. Un des derniers dinosaures de la planète est sur ce site. Grâce à lui, on pourra peut-être répondre à des questions comme celle-là. Est-ce que les dinosaures évoluaient encore juste avant l'extinction massive? Ce serait phénoménal. L'équipe est composée en grande partie de novices et de jeunes citadins qui ignorent ce qui les attend. Mais ils peuvent déjà oublier le camp d'été. J'emmène des étudiants qui ne sont jamais allés dans l'Ouest canadien. Souvent, ils n'ont même jamais dormi sous une tente. Après avoir établi le camp, l'équipe va se mettre au travail. Son objectif est de trouver la réponse à l'une des questions les plus controversées de tous les temps. Pour quelles raisons les dinosaures se sont-ils éteints? Les premiers dinosaures ont évolué sur Terre il y a 230 millions d'années. Et ils y ont régné en maîtres jusqu'à leur extinction il y a 66 millions d'années. Ils ont disparu exactement à l'époque où un astéroïde s'est écrasé sur la péninsule du Yucatan, avec autant de force que 10 milliards d'armes nucléaires. Mais l'astéroïde a-t-il vraiment anéanti les dinosaures ou leur nombre avait-il commencé à baisser bien avant? À 600 km à l'ouest, une autre équipe de chasseurs de fossiles se pose la même question. Il y a 70 millions d'années, sur le territoire actuel de Drumheller en Alberta, les dinosaures étaient peut-être déjà affectés par les changements environnementaux longtemps avant la chute de l'astéroïde. Les traces de leurs derniers pas sont peut-être incrustées dans ces rochers. Et c'est ce que le paléontologue François Terrien espère trouver. On trouve des fossiles dans le sud de l'Alberta depuis des milliers d'années. Les membres des Premières Nations les connaissaient depuis très longtemps, mais ils ne savaient pas quels animaux les avaient laissés. Les expéditions de François Terrien l'ont conduit vers de nombreux sites en Europe et en Amérique du Nord pour y étudier la forme des os et les habitats des dinosaures. Il y a recueilli des indices qui lui ont permis de se créer une image de leur monde disparu. Il croit que certains des meilleurs indices sont ici, dans les rochers qui bordent la rivière Red Deer. Je me pose une question en particulier. Est-ce que des changements climatiques et environnementaux ont joué un rôle dans l'extinction des dinosaures? Ou bien l'impact du météorite qui s'est écrasé sur la Terre il y a 66 millions d'années a-t-il été l'unique responsable de leur mort? Le paléontologue canadien travaille pour le musée Royal Tyrrell, situé à Drumheller en Alberta. On y trouve la plus grande collection d'ossements de tout le Canada. Le musée est rempli de fossiles datant des derniers jours des dinosaures. Cet été, François Terrien voudrait y ramener un trésor unique, le squelette d'un Rhinoceratops. Selon son hypothèse, ce dinosaure vivait il y a 70 millions d'années, au moment des premiers changements climatiques. Les crânes sont les seules preuves fossiles de son existence, et on n'en a trouvé qu'à Drumheller. Cette découverte est excitante parce que l'Rhinoceratops est probablement le dinosaure à cornes le plus rare qu'on ait jamais découvert en Alberta. Mais on n'a retrouvé que 2 crânes, absolument rien d'autre. Il n'y a aucun vestige du reste de son corps. Un squelette complet aiderait le paléontologue à comprendre comment le dinosaure s'adaptait à un monde instable et s'il était vulnérable aux changements environnementaux, même avant l'impact du météorite. Pour en avoir le cœur net, François Terrien a demandé l'aide de l'équipe du musée. Parfois, en marchant vers le site, on aperçoit un aigle à tête blanche au-dessus de nos têtes. On ne verrait jamais ça dans un bureau. Ce n'est pas un emploi parce qu'on se dit « Ouais, aujourd'hui, je pratique mon passe-temps favori ». L'équipe du musée a commencé à explorer ce site l'an dernier, quand un habitant de la région y a trouvé des ossements par hasard. Il faut gratter très doucement pour ne rien abîmer. Depuis 10 ans, Donna McLeod cherche des fossiles à Drumheller avant de reconstituer les spécimens pour les exposer au musée. Aujourd'hui, son regard expérimenté a découvert un os de mâchoire datant de 70 millions d'années. Et on dirait bien qu'il provient du dinosaure qu'ils sont venus rechercher. Ici, j'ai un os prédentaire de cératopsien. On croit que c'est celui d'un Rhinoceratops. Et voilà sa mâchoire arrière. L'équipe cherche un trésor et elle espère bien le trouver. Donna McLeod vient de découvrir un premier bijou. Un squelette complet d'Rhinoceratops leur permettrait de mieux comprendre le monde des dinosaures et les changements climatiques qu'ils ont dû affronter.
Saskatchewan, l'équipe de McGill est en route vers le site où l'an dernier, elle a découvert un edmontosaure. Comme aucune route ne mène au site de fouille, sa journée de travail commence par une randonnée de 6 km. On se dirige vers un affleurement de la formation de Frenchman, qui protège la limite de la fin du Crétacé. Cette limite marque l'extinction de tous les dinosaures et d'environ 75% de la vie qui existait sur la planète, telle qu'on la connaissait alors. Malgré les 40 degrés étouffants, la marche en vaut la peine, car la preuve de l'extinction de masse est sous leurs pieds. On y va. Fantastique. T'as vu ça? Un simple coup de pioche révèle la démarcation entre le présent et le passé préhistorique. Dans le domaine, on l'appelle la limite KT, ou limite Crétacé-Tertiaire. Elle marque la fin du Crétacé et le début de l'ère tertiaire. Selon la datation, cette ligne remonte à 66 millions d'années. Le plus fabuleux, c'est la simplicité de la chose. Tout ce qui est en dessous de la ligne contient des dinosaures, et tout ce qui est au-dessus n'en contient aucun. Elle marque l'extinction de tous les dinosaures de la planète. Cette limite indique le moment où un astéroïde d'une largeur de 10 km s'est écrasé sur le territoire du Mexique actuel, déclenchant une tempête infernale de feu et de glace. Des milliards de tonnes de débris ont été projetés vers le ciel, bloquant la lumière du soleil et provoquant un hiver perpétuel. Certains débris sont tombés ici, et Hans Larsson a trouvé une méthode d'identification assez simple. C'est de l'argile pure. C'est bien la limite. Goûtez-y, vous verrez qu'il n'y a pas de grès. On dirait de la pâte dentifrice. Le sol est plein de quartz choqué et d'iridium provenant des retombées. Ça, c'est le goût de la mort. Ces rochers renferment certains des derniers dinosaures ayant foulé la planète il y a 66 millions d'années. Mais l'équipe doit encore les trouver. Un cataclysme isolé a-t-il anéanti les puissants dinosaures? Ou les changements climatiques ont-ils été les vrais responsables de leur destruction? Deux équipes cherchent des indices pour résoudre le même mystère. Quel événement a provoqué la mort des dinosaures? En Alberta, l'équipe du musée Royal Tyrrell chasse un trésor unique au monde, un squelette complet d'Arinoceratops. C'est un nouveau spécimen? Il est nouveau? Ah ouais! Tandis qu'en Saskatchewan, l'équipe de McGill exhume un colosse de 5 tonnes qui expliquera peut-être la fin des dinosaures. L'objectif des prochains jours sera de suivre la piste du squelette. Dans l'Ouest canadien, deux équipes cherchent à éclaircir un mystère qui dure depuis très longtemps. Quel événement a provoqué la mort des dinosaures? À Drumheller, en Alberta, l'équipe du musée Royal Tyrrell veut trouver les premiers ossements d'un corps d'Arinoceratops. Et dans le parc national des Prairies, en Saskatchewan, l'équipe de McGill creuse pour connaître la vérité sur la fin des dinosaures. La réponse est si proche qu'ils peuvent même la goûter. Ça, c'est le goût de la mort. Certains de ces animaux ont manifestement disparu, mais d'autres existent encore aujourd'hui. Ces vestiges sont ceux d'une tortue. On trouve les mêmes tortues dans nos rivières et nos lacs. Si certains animaux ont pu survivre à l'impact du météorite, pourquoi les dinosaures n'y ont-ils pas résisté? Hans Larsson croit qu'un gigantesque herbivore surnommé l'Edmontosaure détient la clé du mystère. L'Edmontosaure est le seul herbivore géant répertorié dans la chronologie du roc de cette période. Si on trouve un nombre suffisant de vestiges, on pourra comparer cet Edmontosaure à ceux qui proviennent d'une période antérieure. Les différences observées pourraient leur fournir des indices sur l'état de l'écosystème peu avant l'extinction de masse. On cherche à connaître le modèle d'extinction, en quelque sorte. Si on peut établir ce modèle, on comprendra mieux le processus. Est-ce que l'impact a été ce processus, l'arme qui a anéanti notre planète? L'an dernier, Hans Larsson a exhumé une partie des os de ce dinosaure de 5 tonnes. Mais cette année, il veut tout récupérer. Ce dépôt contient 2 vertèbres du bas du dos. Les vertèbres d'un grand dinosaure à bec de canard. On a creusé ici l'an dernier pour explorer un peu en commençant. Et on a découvert une série de côtes. On a dû les réenfouir parce qu'on n'avait pas de permis de collecte à ce moment-là. Cette année, on a le permis, alors on va creuser de nouveau et recueillir le maximum d'ossements. L'objectif des prochains jours sera de suivre la piste du squelette. C'est parti.
La chasse à l'Edmontosaure est ouverte. Mais ce ne sera pas le premier spécimen découvert dans les Badlands de la Saskatchewan. Vers 1870, le gouvernement d'Ottawa a envoyé ici une équipe d'arpenteurs pour dresser la carte d'une nouvelle frontière entre le Canada et les États-Unis. Un membre de l'équipe allait devenir le premier chasseur de dinosaures canadiens. George Mercer Dawson a participé à l'étude géologique dont le but était de dresser la carte du 49e parallèle, du lac supérieur jusqu'aux montagnes rocheuses. C'était le fils du recteur de l'Université McGill, William Dawson. Une maladie infantile avait courbé sa colonne vertébrale, mais sa vitalité et sa curiosité étaient restées intactes. En 1874, il est passé par ici avec son cheval et son chariot et il a recueilli les premiers fossiles de dinosaures du Canada. Les tout premiers. Il les a expédiés à son père, à McGill, où on a identifié les vestiges d'un dinosaure à bec de canard. 150 ans plus tard, McGill est de retour ici. C'est très satisfaisant de revenir à notre point de départ, en quelque sorte. Oh, elle s'incurve. Les étudiants viennent de découvrir une côte tirée de la même espèce gigantesque. L'Edmontosaure est le plus gros dinosaure à bec de canard de l'Amérique du Nord. C'était un géant, avec un crâne d'1,5 mètre de long. L'énorme tête de cet herbivore se prolongeait en un bec arrondi et dépourvu de dents. C'est ce qui explique son surnom de dinosaure à bec de canard. Je creuse sous cette vertèbre pour qu'on puisse aménager une tranchée autour d'elle. Andrew vient de découvrir une autre preuve de la taille gigantesque de l'Edmontosaure. Chacune de ces vertèbres faisait 1 demi-mètre. L'Edmontosaure mesurait 10 mètres de long, comme les wagons de train, et son poids de 5 tonnes surpassait celui d'un éléphant moderne. C'était un des plus gros herbivores de son époque. Un Edmontosaure adulte devait consommer quotidiennement au moins 100 kilos de végétation. Grâce aux dents remplaçables plantées à l'arrière de sa gueule, il pouvait même inclure le bois dans son régime riche en fibres. En fait, ces vaches du Crétacé pouvaient mâcher à peu près n'importe quoi, ce qui leur donnait un sérieux avantage lorsque la nourriture se faisait rare. Jusqu'à ce que ces herbivores deviennent eux-mêmes une source d'aliments pour les carnivores. Le dinosaure à bec de canard devait vivre dans la peur, parce que le seul gros carnivore de la région était le tyrannosaure. Ce spécimen a été retrouvé non loin de là. Il s'appelle Scotty, et c'est le tyrannosaure le plus lourd qu'on ait jamais découvert. Il est aussi long que l'Edmontosaure, mais son corps est plus large. Malgré sa taille démesurée, l'Edmontosaure était étonnamment rapide. Et sous le couvert d'une forêt dense, il avait de bonnes chances d'échapper à son poursuivant, plus gros et plus pesant. Le tyrannosaure et l'Edmontosaure faisaient partie des derniers dinosaures de la Terre. Hans Larsson et ses étudiants espèrent que les nouveaux ossements les aideront à comprendre pourquoi ces géants ont péri, tandis que d'autres espèces, comme les crocodiles et les tortues, ont réussi à survivre. À Drumheller, en Alberta, François Terrien et son équipe continuent leurs fouilles, dans l'espoir de découvrir un dinosaure à cornes très rare. C'est un nouveau spécimen ou celui qui était déjà là? Il est nouveau? Ah ouais! L'équipe cherche un squelette d'Arinoceratops. À peine 2 crânes de cette espèce ont été exhumés en Amérique du Nord et on sait très peu de choses sur son corps. Un squelette complet dévoilerait la taille de l'animal. Mais il permettrait aussi de comprendre son rôle dans le monde où il vivait et où il est mort. Il y a 70 millions d'années, une vaste mer intérieure serpentait à travers l'Amérique du Nord. Cette mer avait généré un écosystème chaud et humide. Mais 4 millions d'années avant la chute du météorite, les conditions climatiques se sont mises à changer. Regardez cet affleurement rocheux là-bas. On voit qu'il est composé de différentes couches de rochers. Chacune de ces couches montre les divers changements de l'environnement. Cette couche noire, c'est une couche de charbon. Elle marque un ancien environnement marécageux. Juste en dessous de la ligne noire, on voit un niveau géologique blanc assez épais. C'est la preuve qu'une rivière coulait là à l'époque. Ces couches de rochers démontrent que les dinosaures ont dû affronter des changements climatiques
comme nous. Leur mer intérieure s'est rétrécie, leurs jungles sont mortes, remplacées par des forêts plus fraîches et moins humides. On sait déjà que l'Arhinocératops a survécu dans ce nouvel environnement. Mais a-t-il été forcé de s'y adapter? Voilà, c'est nettoyé. Pour le savoir, l'équipe devra trouver des os de son squelette. Mais à 10 mètres à peine du site de fouille principal, Mark Mitchell vient de faire une remarquable découverte. En ce moment, vous regardez l'omoplate, ou scapulum, d'un dinosaure à cornes. Et là, on voit la hanche, ou ilion d'un dinosaure à cornes. Ce sont les ossements d'un animal plus âgé, peut-être un adulte. C'est une découverte importante, car ce sont les premiers ossements du corps d'un Arhinocératops jamais exhumés. Après une longue attente, une image complète de cette insaisissable créature se formera bientôt. La chasse aux dinosaures à cornes se poursuit. Et l'équipe du musée Royal Tyrrell espère faire une découverte historique. Les premiers dinosaures à plumes de l'hémisphère ouest. Ce n'est pas fantastique, ça? Et pendant que l'équipe de McGill cherche à savoir la vérité sur la fin des dinosaures, elle va exhumer une surprise qui a des ailes. Dans l'Ouest canadien, 2 équipes enquêtent sur la fin des dinosaures. En Alberta, l'équipe du musée Royal Tyrrell a trouvé la clé d'un mystère ancien, mais il lui faudra plus d'informations. En Saskatchewan, l'équipe de McGill du professeur Hans Larsson exhume un Edmontosaure de 5 tonnes sans cesser d'explorer le dépôt d'ossements. En réalité, on cherche simplement toutes les pièces du casse-tête. Cet endroit est fantastique. On a toutes ces couches de rochers, on y trouve la limite KT qui marque l'extinction de masse, on a tous ces fossiles. C'est le gardien des 300 000 à 500 000 dernières années de la vie des dinosaures. Les chercheurs savent que certains animaux comme les tortues et les lézards ont survécu à l'astéroïde meurtrier. Mais pourquoi les dinosaures n'y sont pas arrivés? Hans Larsson devra découvrir d'autres fossiles pour répondre à cette question. On a découvert le squelette partiel d'un Edmontosaure, sous un site incroyablement riche. Il contient plusieurs centaines de fossiles qu'on va utiliser afin d'évaluer la paléobiodiversité de la région, juste avant l'extinction massive des dinosaures. Aujourd'hui, les étudiants ont trouvé le fossile d'un dinosaure qui imitait les autruches. Les ornithomimidés avaient de nombreux traits en commun avec les oiseaux. Les os de leurs membres les plus développés étaient creux et leurs pattes pendaient directement sous leur corps. Même leur crâne se ressemblait et l'ornithomimidé était le plus rapide des dinosaures à 2 pattes. Les ornithomimidés étaient des dinosaures imitateurs d'autruches. Ils étaient incroyablement rapides, mais leurs mâchoires n'avaient pas de dents. Ils se nourrissaient sans doute de végétation. Ils étaient peut-être omnivores. L'équipe de McGill a découvert un dinosaure semblable à un oiseau dans les Badlands de la Saskatchewan. Mais ce n'est pas le premier ornithomimidé exhumé au Canada. En 2008, Terrien a fait une découverte historique. Elle a transformé sa vie et révolutionné les connaissances accumulées jusque-là sur la famille des ornithomimidés. Voilà l'endroit. Au début, on savait seulement qu'on avait trouvé une partie du squelette d'un dinosaure imitateur d'autruche. Mais en grattant le roc, j'ai eu de la chance. Sur une pièce, j'ai trouvé la striation noire qui signale la présence de plumes. On a eu bien du mal à y croire. C'était la première fois qu'on découvrait des preuves de la présence de dinosaures à plumes en Amérique du Nord. On peut maintenant soutenir l'hypothèse que les ailes ont évolué non pas à partir d'animaux volants, mais d'animaux terrestres. Son corps était couvert d'un duvet soyeux, fin comme des cheveux, et ses ailes, de grandes plumes empennées comme celles des oiseaux modernes incapables de voler. On a donc formulé une autre hypothèse sur l'origine des ailes. Pourquoi ont-elles fini par évoluer? Si ce n'était pas pour le vol, c'était probablement pour le signal visuel et la parade nuptiale. Donna McLeod a préparé les fossiles des ornithomimidés à plumes. C'était un des spécimens les plus difficiles à préparer de toute ma carrière, mais le résultat a été phénoménal. Les premiers dinosaures à plumes de l'hémisphère ouest. Ce n'est pas fantastique, ça? J'ai fêté ma victoire en faisant tatouer l'image de ces dinosaures sur ma jambe. Ça, ce sont des ornithomimidés à plumes. J'ai appelé le mâle Kirkpatrick parce que c'est là qu'on l'a trouvé. Le bébé, je l'ai surnommé Tweety.
Saskatchewan, Hans Larsson et ses étudiants sont en train d'exhumer l'ornithomimidé qui y vivait il y a 66 500 000 ans. En continuant leur fouille, ils ont découvert son petit cousin à plumes. C'est l'os d'un oiseau. Il a un extérieur très dense, avec un trou au centre. Ça nous indique clairement qu'il s'agit d'un os d'oiseau. Il ressemble aux os des oiseaux qu'on voit marcher sur le sol encore aujourd'hui. À présent, les scientifiques croient que tous les oiseaux sont des descendants des dinosaures. Même si les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années, ils ont laissé un héritage génétique qu'on peut encore admirer en plein vol. Mais les deux équipes manquent encore de réponses. L'équipe de McGill n'a que 3 jours pour déduire quels dinosaures ont survécu à l'apocalypse et pour quelles raisons. En Alberta, l'équipe du musée Royal Tyrrell a découvert le squelette de Narinoceratops. À présent, elle doit retrouver ses amis et ses ennemis. C'était un champ de massacre. Ils sont venus et ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Dans les Badlands de la Saskatchewan, l'équipe de McGill a exhumé des fossiles démontrant que certains animaux ont survécu à l'astéroïde meurtrier. Mais elle ne sait pas pourquoi les dinosaures ont péri. En Alberta, l'équipe du musée Royal Tyrrell a découvert des ossements confirmant que son dinosaure à cornes a vécu durant une période de bouleversement climatique. Mais il lui en faudra davantage pour reconstituer un monde pré-apocalyptique. Et là, il y a 70 millions d'années, des changements climatiques ont transformé le territoire de l'Alberta actuel. Les jungles chaudes et humides se sont asséchés et ont cédé la place à des forêts moins denses et plus fraîches. Mais l'Arinoceratops s'est adapté au changement de son habitat. Il a pu tolérer le climat plus sec de son nouvel environnement. Ce dinosaure va jouer un rôle important dans notre compréhension de l'évolution des animaux de cette période. Il nous montrera comment ils ont réagi aux changements climatiques et environnementaux. Mais d'autres espèces de dinosaures auraient-elles pu survivre? L'équipe trouve d'abord un minuscule indice. Ça, c'est une petite dent de troodon. Le troodon était l'équivalent d'un petit vélociraptor. Il était à peu près haut comme ça. Avec des dents comme celle-là, ouais, il avait certainement avantage à être carnivore. Les troodons étaient de petits prédateurs. Leurs plumes ont pu leur servir d'isolant et les garder au chaud, même si leur monde refroidissait. Mais comment ont-ils pu se nourrir? Manifestement, c'était un champ de massacre jonché de différents quartiers d'animaux morts. Ils sont venus et ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Des opportunistes. À la fois chasseurs et charognards, les troodons étaient peut-être capables de dévorer les carcasses d'animaux plus gros, mais qui n'avaient pas su s'adapter. Et comme ils n'étaient pas très gros, ils ne mangeaient pas beaucoup. Cela signifie-t-il que seuls les petits dinosaures ont survécu au climat plus froid et que les grands dinosaures se sont éteints avant la chute du météorite? En continuant son travail, l'équipe découvre que des prédateurs de grande taille ont chassé ici comme les autres. C'est une dent de dinosaure, probablement celle d'un albertosaure, un théropode un peu plus petit que le tyrannosaure, mais quand même assez gros. Ce n'est pas le premier vestige du grand carnivore. Le premier spécimen d'albertosaure a été exhumé près de Drumheller il y a plus d'1 siècle. Il a été découvert en 1884 par Joseph Tyrrell, un géologue au service du gouvernement canadien. Aujourd'hui, le plus grand musée de dinosaures du Canada porte son nom. Il descendait la rivière Red Deer en radeau, à la recherche de ce charbon, en fait. Et en cours de route, il a découvert une chose très différente. Le premier crâne fossilisé de l'albertosaure. Au début, personne ne savait quoi penser de ces fossiles à l'aspect féroce. À peu près 20 ans plus tard, en 1905, le premier paléontologue qui s'est attelé à la description du tyrannosaure a compris que le spécimen de Joseph Tyrrell était un proche parent de ce dinosaure. Il l'a même appelé Albertosaurus, en l'honneur de l'Alberta, qui était devenue une province canadienne cette année-là. Mais pourquoi l'albertosaure était-il si proche de Narinoceratops il y a 70 millions d'années? L'albertosaure mangeait probablement les restes du cératopsien. Il a dû laisser des dents dans la carcasse. L'albertosaure laissait souvent des dents branlantes dans ses proies. Ensuite, ses dents repoussaient, comme celles d'un requin. Cette dent suggère une hypothèse intéressante. Ces grands prédateurs avaient besoin d'une nourriture abondante. Ces forêts plus sèches devaient donc abriter plusieurs types de dinosaures, et pas seulement des espèces plus petites.
Si l'équipe trouve des fossiles provenant de divers groupes de dinosaures dans ces collines, elle saura exactement quelles espèces s'adaptaient à un monde en pleine évolution et quelles espèces étaient déjà vouées à l'extinction. Nos dinosaures albertains ont vécu il y a 70 millions d'années. Mais ceux qu'on a découverts en Saskatchewan vivaient encore 4 millions d'années plus tard, juste avant la chute de l'astéroïde meurtrier. L'équipe de McGill a exhumé un edmontosaure de 5 tonnes juste sous la limite KT, qui marque la période d'extinction de masse. On peut donc affirmer que cette espèce de dinosaure avait survécu, du moins jusqu'à ce moment-là. Chaque fois qu'on trouve un dinosaure plus près de la limite, on obtient davantage d'informations. Chaque spécimen a donc une grande importance. Durant cette période, 3 grands types de dinosaures dominaient le paysage. Les familles de dinosaures qui ont vécu peu de temps avant l'extinction de masse étaient différentes de celles qui évoluaient là, 10 millions d'années plus tôt. Il n'y avait plus qu'une espèce de grand dinosaure à bec de canard, une espèce de dinosaure à cornes géant et une espèce de carnivore géant. Si on considère le nombre des espèces, on voit que certains groupes de dinosaures étaient passés de plusieurs à une seule espèce. C'est un changement très important. Les changements climatiques étaient-ils à blâmer? Il y a 70 millions d'années, la vaste mer intérieure qui traversait cette région a commencé à s'assécher. Beaucoup d'espèces de dinosaures ont disparu avec elle, mais toutes les créatures n'ont pas souffert dans ce nouvel environnement. Le plus intéressant, c'est qu'au moment où la diversité des dinosaures était en baisse, les autres animaux vertébrés, c'est-à-dire tous ceux qui sont dotés d'une épine dorsale et de dents, ne semblent pas avoir eu le même problème. En fait, leur diversité aurait même augmenté à cette époque. Plus on s'approche de la ligne d'extinction, plus l'assemblage des lézards, amphibiens et crocodiles paraît varié. Les animaux n'étaient pas les seuls à évoluer. Les plantes se diversifiaient elles aussi. Emily, on a trouvé des fossiles de végétaux. Oh mon Dieu! Voilà le lime foliaire, avec toute la tige. Cette découverte est aussi excitante que celle d'un dinosaure. Et j'adore les dinosaures. Mais ça, c'est une feuille de plante complète qui provient d'une angiosperme. Les saules appartiennent au genre Salix. Ils n'étaient pas aussi grands que les saules pleureurs modernes, mais ils ressemblaient à nos saules, en plus petits. Si on trouve 200 autres fossiles comme celui-là, on pourra en déduire la température, les précipitations et le cycle saisonnier de la région. L'équipe de McGill trouve d'autres feuilles fossilisées. Elles prouvent que peu de temps avant l'extinction des dinosaures, les espèces de plantes devenaient plus variées. Elles s'adaptaient au nouvel environnement et elles y proliféraient. Les forêts se peuplaient de chênes et de saules, et des plantes à fleurs couvraient leur sol. On a tendance à croire que les dinosaures vivaient dans une espèce de vide écologique, parce qu'on entend rarement parler des animaux et végétaux fantastiques qui partageaient ces territoires. On cherche à reconstituer une communauté complète à partir des fossiles d'animaux et de plantes qu'on retrouve. Ils sont tous reliés. Les dinosaures avaient survécu à 5 millions d'années de changement climatique. Réduits en nombre, jamais vaincus. Mais un autre changement se profilait à l'horizon. Un grand remaniement, si puissant et si dévastateur qu'il transformerait la surface de la Terre pendant des millions d'années. L'expédition devra bientôt plier bagage, mais Hans Larsson et son équipe sont sur le point de découvrir comment les dinosaures ont péri, tandis qu'en Alberta, l'équipe du musée Royal Tyrrell doit compléter le portrait robot de l'insaisissable Arinoceratops. En Saskatchewan, l'équipe de McGill cherche à résoudre un mystère. La chute soudaine de météorites a-t-elle anéanti les dinosaures ou étaient-ils condamnés d'avance à l'extinction? Entre-temps, à Drumheller, en Alberta, l'équipe du musée Royal Tyrrell a de bonnes raisons de croire qu'un fossile de dinosaure assez rare repose dans son site de fouille. L'équipe s'est lancée à la recherche d'un dinosaure à cornes très particulier, l'Arinoceratops. Et au bout de quelques jours à peine, un de ses membres a trouvé un fragment de mâchoire. Aujourd'hui, la chance leur sourit encore. On a trouvé une 3e mâchoire inférieure. C'est notre 2e mâchoire inférieure droite, ce qui prouve qu'il y a au moins 2 dinosaures à cornes ici. À moins que notre dinosaure initial ait eu 2 têtes, ce qui serait vraiment génial. Mais raisonnablement, je préfère croire qu'il y a 2 fossiles dans cette couche de sol, ce qui en fait un dépôt d'ossements. C'est une découverte importante.
et François Terrier en tire des informations sur le mode de vie de cette mystérieuse créature. Ces animaux vivaient sans doute en troupeau. C'est grâce à ce dépôt d'ossements qu'on peut l'affirmer aujourd'hui. Tandis que le climat fluctuait et que les sources de nourriture se transformaient, la Rhinocératops a réussi à s'adapter au nouveau paysage. La présence des fossiles suggère que même après les changements climatiques, la région avait conservé assez de végétation pour nourrir des troupeaux entiers d'Arhinocératops. Au cours des 4 millions d'années suivantes, le climat est demeuré fluctuant, se réchauffant parfois pour se refroidir de nouveau. Durant cette période, le nombre des espèces de dinosaures a baissé, mais ils n'ont jamais abandonné leur trône. Malgré cela, les rois de la Terre ont été incapables de s'adapter à un changement climatique catastrophique. Des scientifiques croient qu'en heurtant la Terre, le météorite y a creusé un trou de 200 km de circonférence et de 20 km de profondeur. Tout ce qui était dans le rayon de l'explosion a été pulvérisé. L'impact a provoqué un tsunami et projeté dans l'air un nuage de débris. La chaleur intense a dû tout incinérer dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Elle a tout brûlé en provoquant des feux de forêt gigantesques. C'était l'équivalent d'un hiver nucléaire. Privé de la lumière du soleil, toute vie s'éteint. Les températures ont chuté, la flore des climats chauds s'est fanée puis est morte, laissant les dinosaures herbivores sans nourriture. Sans soleil, les plantes sont mortes. Sans plantes, les herbivores sont morts, et sans herbivores, les carnivores sont morts. Finalement, les charognards sont morts aussi, parce qu'on ne peut pas manger de la viande pourrie indéfiniment. Une des hypothèses principales de la période d'extinction, c'est que l'influence de la taille a basculé en faveur des espèces survivantes. La chaîne alimentaire a été inversée. Les grands dinosaures à l'appétit démesuré étaient condamnés. Mais pour les petits, une belle époque commençait. Je ne sais pas ce que les tortues, les crocodiles et les mammifères ont fait, mais ils s'en sont bien tirés. Ayant besoin de moins de nourriture, ils ont réussi à s'accrocher et finalement à s'épanouir. L'expédition de fouilles du professeur Larson tire à sa fin. Son équipe n'a plus qu'une chose à faire, transporter les fossiles des derniers dinosaures de la planète jusqu'au camp. En tirant, il faut qu'on mette nos 6 mains sous la charge. Tirez, ça y est. Quelle merveille. Ces vestes protectrices en plâtre contiennent les vestiges de l'Edmontosaure. Et l'épine dorsale d'un petit ornithomimidé. À présent, ils doivent transporter ces trésors à pied jusqu'au camp, à 6 km de là. Et comme les plus grosses vestes pèsent plus de 100 kilos, la promenade ne sera pas de tout repos. Tout est prêt. Si vous commencez à glisser, asseyez-vous. Il n'y a aucune route dans les environs. L'équipe de Hans Larsson revient donc aux anciennes méthodes. Il y a 100 ans, on sortait les fossiles des Badlands manuellement. Ou sur des traîneaux. Soulève-la. Hans Larsson traite ses trouvailles avec plus de délicatesse. Mets tes mains du côté opposé. À partir d'ici, ça ira très bien. Dès que les fossiles sont en sécurité au camp, le chef d'équipe prépare un repas de célébration, arrosé d'essence d'extinction. Ce soir, on prépare une paella au riz avec de la coriandre fraîche, cueillie dans un champ voisin. On va y ajouter un peu de poudre de limite cathée, c'est-à-dire la couche de cendre d'iridium qui a anéanti 75% de la vie sur cette planète il y a 66 millions d'années.
On s'en sert pour assaisonner certains plats. Ou pourrait-on manger une paella garnie d'une pincée de limite caté à part ici. Et voilà, mes amis, notre paella à saveur d'extinction de masse. Régalez-vous. Merci beaucoup. Une bonne part de la vie terrestre est là-dedans. Ça risque d'être croquant. La saveur du bacon se marie bien à celle du dinosaure rôti. L'affaire de l'extinction des dinosaures est résolue. Ainsi, l'équipe de McGill abandonne l'extinction en faveur de la création. Un de nos objectifs est de développer une plus grosse queue. Et on voudrait créer des doigts mobiles avec des griffes. En Alberta, l'équipe du musée Royal Tyrrell en est à sa dernière journée de fouille. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. On voit clairement qu'il y a un crâne. Après son expédition dans les Badlands, l'équipe du professeur Larson a pu ajouter de nouvelles données à la théorie de l'extinction massive et poser un regard neuf sur un mystère datant de 66 millions d'années, la cause de la mort des dinosaures, mais son travail est loin d'être terminé. Entre-temps, à Drumheller, en Alberta, François Terrien et l'équipe du musée Royal Tyrrell arrivent à la fin d'une incroyable expédition de fouilles. Ils ont découvert un dépôt de fossiles très rare et répondu à certaines questions d'origine préhistorique. Au début, on ne trouvait aucune trace de crâne. Et on se demandait si ça valait la peine de continuer l'excavation. À présent, on voit clairement qu'il y a un crâne. Et il n'est plus question d'abandonner le site. Mais il faudra revenir, car on ne pourra jamais finir les fouilles cet été. Entre-temps, leur dépôt d'ossements sera couvert de bâches qui le garderont à l'abri de la pluie et de la neige. On a un peu de ruban? Du ruban orange? Mets-en là-haut, ça donnera l'alerte. Ici, comme en Alberta, les chasseurs de dinosaures se posent une question fondamentale. Les dinosaures étaient-ils voués à l'extinction avant même que la chute de météorites ne scelle leur destin? Durant des millénaires, leur nombre avait été réduit par des forces environnementales. Mais les plus forts avaient survécu et ils auraient pu retrouver un jour leur puissance d'antan. Mais 135 millions d'années de domination terrestre ont été irrévocablement anéantis lorsqu'un astéroïde est entré en collision avec la planète bleue. Les géants ont disparu, mais les petites créatures vivent encore aujourd'hui, y compris les descendants des dinosaures survivants qui portent le doux nom d'oiseaux. Lorsque la fumée et les cendres se sont dissipées, la Terre a cicatrisé ses blessures et créé un nouveau foyer pour les survivants. Au fil du temps, ils s'y sont adaptés en formant un nouveau royaume animal et en produisant leurs propres géants. Et une espèce de mammifère bipède en est venu à régner sur un monde où le cerveau domine les muscles. Oui. Les dinosaures ont disparu depuis très longtemps. Mais à Montréal, Hans Larsson croit qu'il y aurait peut-être un moyen de les ramener sur Terre. Je vais faire une injection. Un des projets qu'on dirige dans ce labo s'appelle le projet Pouletosaure. En utilisant des gènes de poulet, ils essaient de recréer certaines caractéristiques de leurs ancêtres dinosauriens. Notre labo n'est pas le parc Jurassique, loin de là. Les oiseaux sont des dinosaures. On joue donc avec de l'ADN dinosaurien. On veut simplement trafiquer l'embryologie pour dévoiler certaines anatomies préhistoriques. Un de nos objectifs est de développer une plus grosse queue. Et on voudrait créer des doigts mobiles avec des griffes. Un jour, avec l'aide des généticiens, on dénouera peut-être des millions d'années d'évolution et les dinosaures revivront. Ils seront très petits. En créer des grosses, ça n'aurait aucun sens. C'est un rêve lointain qui appartient peut-être à la science-fiction. De nos jours, les dinosaures revivent grâce à leurs vestiges fossilisés. Et ils sont partout. Les premiers fossiles ont été découverts dans l'Ouest il y a 140 ans. Mais on sait maintenant qu'ils sont dispersés à travers tout le Canada. D'un océan à l'autre, le Canada repose sur des ressources naturelles extraordinaires. Vestiges d'un monde ayant vécu il y a des millions d'années. Elles sommeillent sous la surface de la Terre en attendant leur découverte. Un jour, vous découvrirez d'autres merveilles préhistoriques et vous entendrez d'autres récits fantastiques, car nous allons rester sur la piste des dinosaures.